liés. Et bien sûr, le second n'est que la continuité du premier. Puisque là, on parle de l'Afrique-France, ou plutôt de la France-Afrique, on sait qu'Emmanuel Macron, le président actuel de la France, a déclaré, c'était le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Et il est donc le troisième président français, après Nicolas Sarkozy et François Hollande, a évoqué la fin de ces liens historiques et sulfureux connus comme la France-Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous nous interrogeons, comment parler de la fin de la France-Afrique sans mettre fin au franc CFA, cette monnaie qui met la plupart des dirigeants du précaré français au poche. Je vous propose donc d'aller encore une fois écouter Raoul Pepin Benambena et on revient juste après. En visite à Dakar au Sénégal, François Hollande annonçait la fin de la France-Afrique en ces termes, je cite, « Le temps de la France-Afrique est révolu ». En février 2012, Nicolas Sarkozy annonçait avoir mis fin à ce qu'il a lui-même appelé les réseaux occultes. Et très récemment encore au Burkina Faso, Emmanuel Macron a clairement dit que la fin d'une espèce d'institutionnalisation d'un système mafieux, des réseaux appelés la France-Afrique et dont les grands penseurs seraient plus ou moins en vie. L'Élysée assure qu'il existe aujourd'hui des canaux bien identifiés qui portent cette relation avec la France et l'Afrique et qui ne passent pas forcément par des émissaires officieux. La France se range donc désormais en partenaire privilégié de l'Afrique. À en croire, c'est un responsable des couloirs des Champs-Élysées. Mais si l'on peut prétendre qu'une récolonisation de l'Afrique n'est plus envisageable de par la dissolution de la France-Afrique, il serait tout de même curieux de voir comment la France va se comporter face au franc CFA qui demeure un lien fort avec la France. Peut-on comprendre et accepter un seul instant que le lien établi par la France à travers le franc CFA ne serait pas un facilitateur d'une France-Afrique, bien que n'étant plus sauvage? Peut-on parler de la fin de la France-Afrique sans mettre un terme au franc CFA? D'ailleurs, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait reconnu en son temps qu'il était très difficile de parler dans les faits la fin de la France-Afrique. Le franc CFA serait, au regard des faits établis, le dernier rempart qu'il faudra éliminer pour se détacher définitivement des mains de la France. Car celui qui contrôle la monnaie, contrôle le pouvoir, peut s'en servir à sa guise. Dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France relève donc de la pure bêtise. Le général de Gaulle, avec son discours de Brazzaville en 1944, évoquait déjà la normalisation des relations entre la France et l'Afrique. Mais hélas, les actes ont été tout à fait contraires. Et y demeurent jusqu'à nos jours. À bon entendeur, salut. Merci encore une fois Raoul Pepin Benambena et Hakim Bella. Alors, Luc Michel, vous avez commencé ce sujet par vous. Le franc CFA, vous nous le dites, c'est le ciment de la France-Afrique. Et vous dites que c'est un système qui est maintenu depuis, sous tous les présidents français, y compris le président Macron. Il faut rappeler les fondamentaux de la France-Afrique. Tout d'abord, la France-Afrique, ça a été une réponse à la volonté qui était celle des États-Unis d'obliger les empires européens à décoloniser. L'Amérique pensait, avec raison malheureusement, qu'elle allait se substituer à eux. Et donc De Gaulle et Foccart et les réseaux qui étaient derrière eux, des gens comme Mesmer, qui était gouverneur général au Cameroun, qui va devenir Premier ministre à un moment donné, toute cette France colonialiste, eh bien, elle va chercher des mécanismes pour garder le contrôle de l'empire colonial. Ne pensez pas que les Français sont les seuls à l'avoir fait. Il y a une légende qui dit que les pays anglo-saxons auraient bien décolonisé, que ça se serait mieux passé. Les Britanniques ont fait la même chose, ils ont fait ce qu'on appelle le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est un mécanisme d'assujettissement politique et économique. Rappelons-nous que la première chose, lorsque Yahya Jammeh a été renversé, la première chose qu'Adama Barrow, qui était l'homme des services secrets britanniques, a fait, c'est de faire rentrer à nouveau son pays dans le Commonwealth.
ce sont des mécanismes qui sont similaires. Simplement, les Français ont été beaucoup plus cyniques et beaucoup plus brutaux que les Britanniques parce que c'était dans la spécificité de leur colonialisme. Les Britanniques étaient pour le colonialisme indirect via les élites indigènes. Les Français étaient pour un espèce de jacobinisme africain. Il y a derrière chaque président français une vision de la France-Afrique. Il y a eu celle de De Gaulle et Pompidou qui était celle de Foccart. Il y a eu ensuite celle de Giscard d'Estaing qui a éjecté Foccart mais qui a gardé son bras droit Journiac. Il y a ensuite la France-Afrique social-démocrate de Mitterrand et de son fils. Puis il y a eu celle de nouveau de Chirac qui a vu le retour aux affaires à la fin de sa vie, on l'oublie, de Foccart. Et puis, il y a eu cette France-Afrique de Sarkozy, puis celle de Hollande. Aujourd'hui, on est à la France-Afrique 2.0 de Macron. Tous ces gens, chaque fois qu'ils deviennent présidents, ils annoncent c'est fini la France-Afrique. Simplement, ils la remanient pour la rendre à nouveau acceptable quelques années. Derrière tout ça, vous savez qu'il y a un principe en droit international, c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Par exemple, on ne le sait pas, mais en France, entre la première République française et la 5e République de Gaulle, il y a eu les 2e, 3e et 4e Républiques, il y a eu le Second Empire de Napoléon III, il y a eu l'État français néofasciste de Vichy, il y a une continuité juridique, étatique entre toutes ces formes politiques de l'État français. Eh bien, on peut dire que, à travers cette France-Afrique qui s'est maintenue depuis De Gaulle et Foccart, il y a une continuité du néocolonialisme français. Deuxième chose, la France-Afrique, c'est un système. Ce système a été conçu par Foccart. Au départ, il y a une réflexion géopolitique, on l'oublie souvent, c'est la géopolitique des généraux français de la guerre d'Algérie 1956-1961 et de la sale guerre du Cameroun, qu'on appelle aussi les historiens la petite guerre d'Algérie de 1956 à 1972, parce qu'elle a duré très longtemps avec des complicités au Cameroun. Il y a enfin au cœur de cette géopolitique l'extension du domaine du précaré français aux ex-colonies considérées comme francophones belges, l'ex-Congo belge devenu Zaïre puis RDC, le Rwanda, le Burundi. Derrière ce système, il y a des mécanismes qui ont été mis au point au Cameroun précisément, qui en a été le laboratoire entre 1959 et 1962, avec à l'époque un homme qui va devenir Premier ministre finalement de la 5e République, c'est Pierre Messmer, qui va être un individu extrêmement maléfique, extrêmement répressif au Cameroun, qui va organiser notamment la guerre contre les Bamileke et contre les cadres de l'UPC qui vont finir assassinés, à commencer par Youm Niobé et aussi Félix Moumié qu'on va empoisonner en Suisse. C'est cette France-Afrique, un système intégré qu'on va étendre à l'ensemble de l'ex-précaré français. Il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les institutions de l'État français lui-même, la diplomatie, l'armée et les services secrets officiels. On confond souvent les barbouzes avec ceux-ci. Les barbouzes, ce sont des services secrets parallèles. Deuxième pilier, ce sont précisément les réseaux d'influence, réseaux barbouzards, services secrets parallèles, faux médias et aussi réseaux d'influence, franc-maçonnerie, social-démocratie, démocratie chrétienne. On oublie qu'il n'y a pas que les francs-maçons. Derrière tout ça, pour ceux qui veulent comprendre, l'historien Jean-Pierre Batz des réseaux Foccart, il a appelé le livre tiré de sa thèse universitaire, avec raison, La fabrique des barbouzes. Voir ce qui se passe encore aujourd'hui contre un pays qui n'a pas fait partie de la France-Afrique, mais à qui on applique ces sales méthodes, c'est la Guinée équatoriale. Derrière tout ce qui se passe en Guinée équatoriale depuis 5 ans, il y a les réseaux barbouzards, évidemment. Troisième pilier, ce sont les multinationales françaises, les grandes sociétés, ce qui étaient sous De Gaulle les firmes d'État. Elles ont été petit à petit privatisées dans le cadre de la globalisation, mais l'État français en a gardé le contrôle. Ce sont le grand groupe pétrolier Elf Total, qui est véritablement le super pilier économique de la France-Afrique, qui va lancer celle-ci dans les guerres, par exemple, de sécession du Katanga ou du Biafra. Il y a Areva dans le domaine du nucléaire, et puis il y a des firmes plus petites, mais qui constituent cette France-Afrique. C'est le groupe Bolloré, par exemple, Bouygues, etc.
Il faut comprendre ces structurations de la France-Afrique pour comprendre aujourd'hui combien l'attaque contre le groupe Bolloré relève d'une guerre civile au sein de l'établissement français et pour comprendre comment celle-ci marche. Pour que tout ça fonctionne, il faut un ciment. Ce ciment, qu'est-ce que c'est? C'est le franc CFA. Le franc CFA, il permet à la fois le contrôle monétaire et financier de l'ensemble néocolonial et deuxièmement, il permet au profit de la France le maintien de ce qu'on appelait sous la 4e République l'impôt colonial. Il faut voir au début de la France-Afrique ce qui se passe avec la Guinée de Sékou Touré. La Guinée de Sékou Touré, elle ne joue pas le jeu, elle est révolutionnaire, elle se tourne vers la Chine et la Russie surtout, et surtout, elle lance sa monnaie nationale. On a immédiatement une déstabilisation du pays. Les Français vont appliquer des méthodes de barbouze. Ils vont fabriquer de la fausse monnaie. Ils vont l'introduire en Guinée-Conakry et ils vont détruire l'économie de celle-ci. Ça se terminera par le renversement, quelques années après, de Sékou Touré. La solution, ce sera le franc CFA, et on va le constater tout de suite. Au début de la France-Afrique, le pilier, c'est le Congo-Brazzaville de l'abbé Fulbert Youlou, anticommuniste. Il est renversé par un mouvement marxiste dont est encore issu aujourd'hui le gouvernement de Sassou Nguesso. Ce gouvernement marxiste, il va se tourner vers la Chine et la Russie, et malgré tout ça, grâce au franc CFA, il va rester économiquement dans l'ensemble néocolonial français. Il y a aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, je m'excuse d'être long, mais on ne peut pas résumer ceci en peu de choses. Il y a des tentatives, comme à chaque début de présidence, pour endormir les Africains. Macron raconte que les Africains peuvent quitter quand ils le veulent le franc CFA, mais il a mis au point un plan Macron pour précisément préserver celui-ci. Ce plan Macron, il s'effectue avec des complices, le roi du Maroc, l'empire financier marocain que symbolise la banque Wafa. Le deuxième pilier, ce sont les Africains sous domination du Fonds monétaire international, avec à leur tête l'ancien vice-directeur du FMI, Alassane Ouattara. Et enfin, ce sont tous ces milieux d'avocats et d'affairistes, avec notamment Lionel Zizou, ancien dirigeant comme Macron de la banque Rothschild, qui veulent maintenir le système français. Qu'est-ce que c'est leur plan? Leur plan, il se fait en deux étapes. Le premier, on étend le franc CFA à toute la zone CEDEAO, et Paris est prêt à beaucoup de choses pour ça, à laisser apparaître le Maroc comme le moteur de la nouvelle monnaie, ce qui ne sera pas le cas, et même à changer son nom. Deuxième étape, on largue le franc de la zone CEMAC, on le laisse se décomposer, et on lui impose ce que voulait déjà Madame Lagarde du FMI il y a 2 ans, on lui impose une dévaluation qui ravage les économies de la zone CEMAC. Pourquoi détruire la zone CEMAC? Parce que c'est la zone de résistance au colonialisme français et au colonialisme anglo-saxon. C'est là que se trouve le Tchad d'Idriss Déby Itno, c'est là que se trouve le cœur du néo-panafricanisme, la Guinée équatoriale d'Obiang Mamba Songo, c'est là que se trouve le Cameroun de Paul Biya, dont on a vu que s'il ne parle pas beaucoup, il a concrètement tourner son pays vers la Chine, comme l'a démontré son voyage spectaculaire il y a quelques semaines à Pékin. C'est le but de cette réforme du franc CFA, et au milieu de tout ça, on amuse les Africains avec des contrefeux. C'est soi-disant le discours de DSK sur le remodelage du franc CFA. DSK, autre dirigeant du Fonds monétaire international. Ce sont les opérations qui sont menées par Guillaume Soros, par Georges Soros, excusez-moi, avec ses réseaux. Soros, il faut le savoir, lui, il est pour la disparition du franc CFA, mais tout simplement pour une raison, c'est un spéculateur sur les monnaies, il a fait fortune en détruisant la livre britannique, il pense que la disparition du franc CFA, et il faudra lui donner tort, va entraîner un effondrement des économies africaines, et il pourra s'y constituer un nouvel empire financier. Merci Luc Michel. Alors, président Bandakani, fin de la France-Afrique, mais le franc CFA, il est là. Évidemment, Bachir, il n'y a pas de fin de la France-Afrique sans la fin du franc CFA. Ben, il faut d'abord faire, M. Bachir, le point sur le débat sur le franc CFA. Il faut faire le point, parce que maintenant,
des gens, de nouveaux dieux sortent de nulle part et parlent du franc CFA. Alors qu'il y a 10 ans, personne n'osait, en dehors du grand professeur Abour, que je salue, et à qui je rends hommage, qui a mené ce combat de façon solitaire, seul. Non, Tundian, lui, il était décédé. Tundian a écrit un livre, il appelle du franc CFA, mais Tundian n'a pas fait de ça une bataille de sa vie comme Abour le fait. C'est la vérité. Tundian a théorisé. Le professeur Abour, c'est sa vie. Toute sa vie, il a consacré à ce combat. Pendant longtemps, il était seul. Afrique Média est venu prendre ça en charge et a mondialisé le combat sur le franc CFA. Dr Baté King qui a cela vous a dit ce qu'il a subi, non? Pour avoir osé seulement mentionner la zone franc dans sa thèse, on lui a dit va recommencer. Et bien, qui a assis. Pour vous dire le niveau de répression violente qu'il y avait sur la question, la chape de plomb qui pesait sur les intelligences concernant la question du franc CFA. Donc aujourd'hui, le terrain a été déminé par les fous d'Afrique Média. Et alors maintenant, des grands docteurs en doctorat sortent pour nous donner le son. Non, il y en a qui disent que vraiment, oui, c'est vrai, mais vous êtes trop violent dans le langage. C'est un peu populiste. Il faut chercher, il faut construire les alternatives. Ben maintenant, parlons de leurs propositions. Donc, le débat, il arrive à ce niveau, mon cher Bachir. Donc, la France, devant la puissance de la contestation, veut reprendre l'offensive. Parce que depuis, la France est en retard. Nous l'avons mise sur la défensive. La France court derrière Afrique Média et ses panélistes sur la question du franc CFA. Comment renverser ça, reprend la tendance en main? C'est ce que le Michel a appelé les contre-feux. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Bachir. Donc quand c'est comme ça, il faut rappeler ça. Mettre d'abord le point sur les i au niveau du débat. Aujourd'hui, le débat, ce n'est plus de savoir si le franc CFA est mauvais ou pas. Nous avons obligé la France à reconnaître que c'est mauvais. Quand son petit ministre de l'économie, là, le petit qui vient s'agiter là, qui réunit les ministres africains, et ben, le petit, il appelle qui? Bruno Le Maire. Alors, il fait ça. Il vient faire son cinéma, il bavarde comme un petit apprenti pour dire que vraiment, oui, la France est ouverte à toutes les évolutions. Hein? Et il est clair, hein, il va même plus loin. Hein? Je ne sais pas si j'ai le test ici. Oui, j'ai l'air Bachir, comme par hasard. Il dit... Le document, on le retrouve? Oui, il est là. Il est là. Un peu loin. Il est là. Il dit, nous sommes libres de changer le nom, de revoir la géographie, l'agissement, les systèmes de dépôt des avoirs. Tout à fait. C'est le ministre français des Finances, à l'heure actuelle, qui parle de ça. Il y a 10 ans, c'était possible d'avoir un tel débat? De parler à un ministre français, de France, pas. Vous sortez d'où pour en parler? Vous êtes président, un ministre, vous parlez de ça, un ministre français, on les a obligés. De reconnaître que bon, il faut évoluer. Ce qui est bon d'évoluer, pas frontalement. Ce qui est bon, on le conserve. Quand on dit qu'il faut faire évoluer une situation, c'est qu'on reconnaît, à minima, que c'est mauvais. C'est nous qui l'avons imposé aux Français. C'est nous qui l'avons imposé aux Français. En faisant du bruit, en parlant violemment. Nous ne sommes pas soft, comme les savants docteurs en doctorat. Ils sont tellement soft qu'avant, ils ne parlaient pas du franc CFA. Maintenant qu'on a parlé de ça, là, ils sont pour dire que non. Parlez, mais soyez élégants, soyez soft. Donc, M. Bachir, il faut donc rapidement faire le tour des propositions qui sont sur la table, avant de répondre à votre question. D'abord, il faut répéter les fondamentaux de notre argument, qui jusqu'à aujourd'hui n'a été attaqué par personne. Bon, parler mal d'Afrique Média sur d'autres plateaux, en évitant de faire un débat contradictoire. Nous, on dit de venir ici. Invitez-nous sur vos plateaux, on vient. Et amenez vos docteurs en doctorat pour qu'on débatte avec eux. J'en ai eu à affronter quelques-uns sur les plateaux locaux. Moutamba, ça sert. Je les ai mis à leur place. Donc, ce n'est pas une affaire de venir faire le cinéma. Rappelons nos arguments. On nous dit que la France, la zone franc est une garantie de stabilité. La stabilité n'est pas un objectif économique. Il faut arrêter de faire les Africains. C'est un moyen. Il y a des moments où dans une économie, on peut instabiliser l'économie. Quand on aime mettre dans l'économie, on peut l'instabiliser. À un moment donné, on la stabilise. En fonction des objectifs qu'on vise et en fonction de la conjoncture favorable ou défavorable à l'État en question. Monsieur Bachir. Alors, parlons donc de cette affaire. Alors, ok, le franc CFA est une garantie de stabilité monétaire, d'accord. Avec quel résultat? Une pauvreté qui ne fait que grandir depuis 50 ans.
La pauvreté qui est devenue une misère. C'est-à-dire que c'est la pauvreté. C'est-à-dire que les populations du précaré français sont déclassées. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les classer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur qui puisse prendre en charge la qualification de l'état social des populations africaines aujourd'hui. Parce qu'avant, quand on disait que tu es pauvre, on pouvait te quantifier. On pouvait te qualifier et dire que bon, ta pauvreté équivaut à ceci. Mais le niveau de déclassement des populations africaines est tel qu'on ne peut même pas les classer. Précaré français. Alors, tous les indicateurs de progrès des pays qui ne sont pas dans la zone franc sont supérieurs à ceux des pays de la zone franc. M. Bachir. Donc, de quelle stabilité nous parle-t-on? La stabilité de l'esclave. C'est ça qu'on nous parle. Donc, la France stabilise la pauvreté, la misère, le déclassement. Ils sont restés inchangés, c'est ça? Non, vos mots sont polis. Moi, ne prêtez pas vos mots. Je n'aime pas les mots gentils. Moi, j'aime mon langage. Donc, ça stabilise la pauvreté, la misère, la honte, l'indignité. C'est-à-dire, ce qu'aucune population au monde ne peut accepter. Ce qu'aucun homme digne de son nom ne peut accepter. À savoir, je travaille mon argent, et on me dit que je suis mature pour gérer ça, quelqu'un d'autre gère mon porte-monnaie. C'est pire que l'esclavage. Donc, la garantie dont on nous parle. Nous avons démontré, ça fait médias que la France ne garantit aucune monnaie en Afrique centrale. On l'a démontré. Monsieur Bachir, même dans les transactions bancaires, il y a un businessman sur le plateau, quand vous mettez une garantie dans une banque, elle est visible. Vous avez vu une garantie que personne ne voit? Quelle est la garantie que la France apporte aux pays africains? Dites-moi, c'est quoi? C'est quelle garantie? C'est quoi? Qui a déjà vu la garantie là avec les yeux? Ce sont nos devises que nous mettons en réserve contre l'opération que la France appelle la garantie. Voilà la garantie française dans cette affaire. Oui, j'attends que les docteurs de l'économie viennent ici en débattre. Qu'ils viennent. Ou bien qu'on nous invite sur des plateaux mandats la médias. Moi, je veux venir parler avec eux. Moi, je ne suis pas agrégé en économie. Mais qu'ils viennent en parler. Comme me démontre où est la garantie que la France apporte aux Français. C'est où? C'est où? Ça n'existe pas. Donc la France garantit avec sa bouche. Et du FMI que bon, ok, je garantis, point, voilà la garantie. Ce n'est pas de l'économie, ça. C'est du vaudou. C'est du vaudou. Dans le bon sens. Non, je dis que c'est du vaudou. Ne m'aidez pas. Donc, M. Bachir, de quoi est-ce qu'on nous parle? Donc, nous avons démontré ici sur Afrique Média que le débat, c'est aujourd'hui, ce n'est pas de savoir s'il faut évoluer ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Ceux qui sont en retard assument leur retard. Nous, on est ailleurs. Le débat est de savoir comment est-ce qu'un pays qu'on appelle la France a pu concevoir une telle monstruosité. Le vrai débat éthique, et l'éthique c'est l'économie. L'économie est aussi éthique, vous ne savez pas, je peux vous démontrer ça ici, mais ce n'est pas le débat du jour. Monsieur Bachir, le vrai débat est de savoir comment est-ce qu'un pays comme la France a pu concevoir une telle monstruosité. Voilà un pays qui, parmi d'autres pays occidentaux, prétend être un pays civilisé. Parce qu'ils auraient, entre autres, affronté et défait le nazisme. Un des titres de gloire de la France et de tous les pays occidentaux actuels, c'est que nous avons défait le nazisme, qui était l'horreur sur la terre. L'horreur. Donc tous les pays occidentaux se vendent parce qu'ils disent que nous, on a combattu contre Hitler. Hitler est le mal incarné. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a le concept d'antisémitisme. C'est-à-dire que si vous traitez les juifs, entre guillemets, un peu comme Hitler l'a fait, on vous traite d'antisémite. Et ça allait même très loin parce que les soi-disant juifs d'aujourd'hui jugent votre pensée. C'est-à-dire que vous avez une pensée, vous avez l'intention, ils jugent l'intention. Maintenant, il y a les intentions antisémites. C'est-à-dire que intention antisémite. Et on juge ça. On dit que toi, tu es antisémite. Tellement le mal avait été incarné par la personne d'Hitler. Mais M. Bachir, vous savez d'où vient le franc CFA, le système là? Eh bien, c'était le même système que Hitler avait imposé à la France. Et à tous les pays occupés? Non, moi je parle de la France. Merci, docteur. C'est le même système nazi, là, que Hitler avait imposé à la France. Comment donc peut-on combattre Hitler? Dit qu'on est contre le nazi, Bachir, et reprendre à son propre compte les méthodes de Hitler, à savoir reproduire sur le continent africain les méthodes de Hitler. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est un pays nazi. Les dirigeants français sont des nazis. Monsieur Macron, c'est un petit nazi. Tous les ministériels français sont des nazis. Et vous savez, on ne négocie pas avec les nazis. On les écrase, monsieur Bachir. C'est ce qu'ils ont fait.
avec Hitler. Ils ont dit avec Hitler, avec toi, on ne négocie pas. C'est la défaite ou rien. Pourquoi nous demandons-nous de négocier avec une politique nazie? Mais il faut tenir compte du rapport de force aussi. Quel rapport de force? Aujourd'hui, quel rapport de force? Quand De Gaulle engage en bataille, la plupart de vos économies sont entre les mains de cette nation. Non, c'est pas vrai. On vous fait croire ça et on vous le fait dire et le confesser tous les jours. Et quand vous le faites, c'est vrai pour eux. Les choses ont changé. C'est plus ça. Si les choses n'ont pas changé, le petit ministre français des Affaires de l'économie et des finances n'aurait pas dit ce qu'ils sont en train de dire. Qu'on est ouvert, on peut évoluer. Avant, c'était que tu parles de ça, on te tue. Le lendemain, tu n'es plus dans ton palais. Aujourd'hui, c'est impossible, M. Bachir. Vous me comprenez bien? Donc, il faut poser la fête très clairement. Des pays qui ont lutté contre le nazisme et qui reproduisent les méthodes de Hitler sont des nazis. Et ne doivent pas s'asseoir sur la table de la civilisation avec les êtres humains. Donc aujourd'hui, recevoir un ministre français des Finances dans une union des pays africains, le ministre de la zone CFRA, veut simplement dire que nos dirigeants ne sont pas encore à la hauteur de son jeu. Parce que personne ne va le recevoir là, c'est un nazi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ok, ça doit évoluer. Eh bien, on nous sort quelqu'un, Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du SMI, a trouvé la formule magique. Et c'est quoi cette formule? Il faut nous mettre tutelle internationale. C'est-à-dire qu'il faut plutôt changer les représentants de la France au conseil d'administration des banques centrales, mettre des administrateurs indépendants, internationaux indépendants. Ça veut dire que le franc CFA devient sous le contrôle de la communauté internationale. Mais vous avez tout compris, vous êtes un génie. Donc, le génie de Strauss-Kahn, docteur en économie, c'est venu nous dire qu'il faut remplacer la tutelle directe de la France en des administrateurs internationaux indépendants, dont lui-même, en commençant. Lui, il n'est pas français. Bon, vous voulez qu'on parle de la morale de Dominique Strauss-Kahn? Ça ira, c'est pas le débat. Ça va, c'est pas le débat. Donc, bon, voilà les gens comme ça qui viennent nous dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, vraiment. D'ailleurs, la détention des réserves africaines par la France ne représente pas un avantage que certains imaginent. Écoutez-le, il va plus loin, il dit Paris en effet assume seul un risque financier non rémunéré pour lequel l'opinion africaine ne lui accorde guère de crédit. Et dont le bénéfice commercial est partagé avec toute la zone euro. C'est ce que ça veut dire. Décryptez ça. D'abord, le franc CFA bénéficie à toute la zone euro. Sauf à la France. Sauf à la France. Mais il y a plus grave dedans. C'est-à-dire que la France a tellement le fardeau de la civile, le fardeau de l'homme blanc. C'est-à-dire que les Africains sont tellement médiocres et nuls. Et c'est tellement sauvage que vraiment, c'est un fardeau tellement lourd apporté par la France que la France nous aime tellement et porter un fardeau qui ne lui rapporte rien. Or, la France est remplie d'un instinct de... La pulsion civilisatrice de la France est tellement universelle que la France veut nous sauver malgré nous. Même Jésus de Nazareth n'a sauvé personne malgré lui. On te dit quand même que non, tu veux qu'on te sauve, tu dis oui. Bon, on dit je veux te sauver. Mais la France veut nous sauver sans notre avis. Dominique Strauss-Kahn dit que la France n'a aucun avantage. Donc il ne connaît pas l'expérience du Francfort. Comment est-ce que le Francfort, comment la France a pu faire la politique de Francfort sur M. Berugovac à l'époque, pour essayer de concurrencer le dollar fort à l'époque? C'était sur la base de quoi? Si ce n'était pas la réserve des pays africains. Je prends seulement cet exemple. M. Strauss-Kahn ne connaît pas ça. Et voilà les gens qui vous apportent les solutions pour sortir du franc CFA. On va plus loin. Il n'est pas le seul, il y a des Africains. Il y a des Africains. Dont un de tes amis, dont tu m'as dit de tel ou non, M. Bachir. Par exemple, pour toi, je ne parlerai pas. Alors, mais lui, je ne parlerai pas. Alors ils disent, ok, ben voilà. Voilà l'appropriation de la rue de cette question a favorisé la montée d'une vision populiste, parfois faussée. Vision populiste, c'est qui? C'est vous, hein? Voilà, parfois faussée. Et oblige donc les deux camps à converger vers une proposition de réforme. L'évolution du système devient non nécessaire et Dominique Strauss-Kahn propose une solution. Tu veux que pour le nom de celui qui a lu? allez. Bon, merci, vous m'autorisez. Il s'appelle M. Carlos Lopez. Que pour moi, ici, nous avons pris pour quelqu'un de sérieux, ancien secrétaire d'exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui avait dit non, le franc CFA est inacceptable. Nous, on l'a porté ici, on a dit, ben voilà quelqu'un qui nous rejoint. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, oui, c'est mauvais. Mais,
à l'Europe, il revient à l'Europe l'initiative de la réforme. C'est à l'Europe de penser la réforme. Parce que l'homme Carlos Lopez, lui-même dit qu'il est un feignant, il est sérieux en économie, il n'a rien à dire. Soscan, ce petit monsieur Soscan, moi je ne vais pas l'insulter. Ce petit monsieur l'appelle Soscan, qui ne peut parler nulle part dans ce monde. Nulle part. N'est-ce pas? Monsieur nous dit d'embrasser, n'est-ce pas, les propositions de monsieur Soscan. Donc pour dire quoi, Bachir? Il n'y a pas de France-Afrique sans France CFA. Il n'y a pas la fin de la France-Afrique sans la fin de France CFA. Nous, je suis obligé de le dire maintenant. Par là, nous sortons. Nous, au niveau du NMP, nous sommes en train de travailler sur une proposition originale pour sortir du franc CFA, en moyen, à court et à long terme. Nous allons le rendre public à l'issue de notre congrès. Mais vous savez, je n'aime pas beaucoup parler de mon parti. Je suis en train de travailler dessus sérieusement. Et sans l'avis d'un expert. Je ne suis pas économiste. Quand ça sortira, je vais voir l'économiste qui pourrait venir se tenir et dire qu'il peut contredire ça. Donc nous sommes en train de travailler dessus sérieusement. Donc je terminerai en disant ceci, Bachir. J'ai souvent dit ici qu'il n'est pas possible de sortir du franc CFA sans sortir du FMI. Ah oui. J'ai toujours dit ici. Parce qu'il y a un deal, on n'a pas le temps, il y a un deal historique entre la France et les États-Unis, bref, entre l'Occident. Un deal entre le franc CFA et le dollar américain pour piller le monde. J'ai démontré ici souvent que le dollar c'est une fausse monnaie. Le dollar est une fausse monnaie en partie. À plus de 50%, le dollar c'est une fausse monnaie. On n'a pas le temps, je le démontre ici rapidement. Et j'ai un document du Congrès américain. Congrès américain qui dit ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai ici. On n'a pas le temps. Je l'ai là, ici, sur la table. Congrès américain. Ah oui, oui, qui vous démontre ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous aimez quand les blancs confirment ce qu'on dit, je vous le dis. Donc, il y a donc un deal entre deux fausses monnaies. Le franc français, c'était une fausse monnaie, parce qu'elle était gonflée artificiellement par les réserves du franc CFA et par le pillage de l'Afrique subsaharienne. Le dollar, c'est une fausse monnaie parce qu'elle pille le monde entier. Il y a donc un deal entre ces pays pour que le maintien du franc CFA corresponde aux intérêts des Occidentaux dans le cadre de l'accord qui a fait du dollar la monnaie de réserve internationale. Voilà pourquoi le FMI est toujours dirigé par un Français, la Banque mondiale par un Américain. Qui actuellement au FMI? Vous êtes gentil, Lagarde. Mais ce que la caractérise, c'est que c'est une délinquante. Que la justice a dit que tu es une délinquante, mais on ne t'arrête pas. Je vous en prie. Parce que, vous me en priez pourquoi? Allez-y. Vous parlez de Mme Lagarde, ça a été... Parlez de Mme Lagarde. Je suis en train de dire, la justice française a dit qu'elle a commis un délit. C'est moi qui le dis. Elle a commis le délit. Ça, et après, on a dit que bon, on ne la condamne pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce que la justice... Et elle a été envoyée au FMI. La justice très indépendante de la France a dit ça. Donc, et maintenant, on leur dit, va au FMI. Vous savez pourquoi? On nous le dit. Pour soutenir le franc CFA. Il vient de vous dire quoi, l'issue de la réunion du FMI? Que la monnaie, le franc CFA, est une très bonne monnaie pour les Africains. Ça les garantit de la stabilité. Madame Lagarde. Alors voilà encore une arbitre des politiques économiques qui est neutre. Elle a déjà un parti. Donc nous terminerons en disant simplement que pour nous, panafricanistes, au niveau où nous sommes, nous on ne se casse pas le corps. Nous allons voir comment le CFA va suivre. Nous allons voir comment la France va continuer à dominer les pays africains. Nous allons voir comment nous n'allons pas marcher sur la France pour imposer le changement, la libération des pays africains. Nous allons voir. Et ce travail, nous ne comptons sur personne, sauf sur nous-mêmes. Très bien. Merci, Président Banakani. Bertrand Tachinda. Je remercie le président Banakani pour cette brillante démonstration. Je lui apporte mon soutien total et sur le plateau de télévision, je lui dis que je serai présent à ce congrès. Merci. Nous y serons présents à ce congrès. Bachir, l'histoire du franc CFA, sans être un économiste, nous allons raconter des petites histoires et faire des petits constats. Il y a un acteur qui entre en jeu, qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn. 19 pages. Vous savez, souvent, quand ils veulent embrouiller les gens et donner l'impression qu'ils sont pertinents, ils vous pondent une histoire de 19 pages où ils utilisent les mots pompeux, compliqués. J'ai essayé de lire cette... Il a résumé en 4 lignes. Dominique Strauss-Kahn a été le ministre de l'Industrie de Laurent Fabius. C'est-à-dire que quand la gauche arrive au pouvoir, M. François Mitterrand se fait élire sur un slogan foireux, changer la vie. Il explique qu'il va changer la vie des Français. Pierre Mauroy est son premier ministre. 2-3 ans, il lance la rigueur. Pierre Mauroy n'est pas d'accord, il le vire. Il prend le jeune Fabius, il en fait Premier ministre. Dominique Strauss-Kahn est ministre de l'Industrie. Ministre de l'Industrie, vous savez qui est son ministre de l'Économie et des Finances? Monsieur Jacques Delors. Donc, à cette époque-là déjà,
Ils sont les véritables parrains du franc CFA. Vous avez entendu M. le ministre Roscan parler? Il va grandir en galon, devenir ministre de l'économie et des finances de M. Jospin. Ministre de l'économie et des finances de M. Jospin. Il sera toujours quelqu'un qui ne va jamais se prononcer sur les questions du franc CFA. C'est parce qu'aujourd'hui Paris vacille. C'est parce qu'aujourd'hui on peut mettre en difficulté des gens comme Bolloré. C'est parce qu'on a apporté de la pertinence. C'est parce qu'on a réussi véritablement avec une certaine masse critique à amener une autre façon de faire et même une autre prise de décision de nos présidents de la CEMAC. La CEMAC devient à la une, c'est-à-dire que le fer de lance véritablement de la chute du franc CFA. Or, avant de faire tomber le franc CFA, il y a un certain nombre de mécanismes. Il vous faut une certaine autonomie dans votre système de sécurité. Il vous faut une certaine, comment je vais dire, c'est-à-dire qu'une certaine collaboration en termes d'échange de renseignements. Il vous faut une certaine diversification de partenariats. Il vous faut des accords bilatéraux avec d'autres acteurs forts, tant sur le plan économique que sur le plan militaire. Voici les bases qu'il faut mettre. Et quand vous les mettez, mais le franc CFA s'écroule seul, de fait. Donc voilà ce qui est en train d'être mis en fait dans la CEMAC. Deuxième personnage, M. Bruno Le Maire. Je l'ai dit sur ce plateau. J'étais scandalisé des propos de M. Bruno Le Maire. Mais il faut l'excuser. Vaut rien. Petit ministre de l'Agriculture. Macron va le coopter juste pour diviser la droite. Diviser la droite. D'ailleurs, quand Macron va le coopter, toutes les instances politiques des partis républicains vont le virer. On va l'appeler le traître. Exactement ce que M. Sarkozy va faire. C'est-à-dire, quand il va arriver au pouvoir, il va coopter un voyou qu'on va appeler M. Kouchner, en faire son ministre des Affaires étrangères, pour diviser la gauche. C'est uniquement ça, c'est ça qui donne les galons à Le Maire. Vaut rien, on le virera l'année prochaine. Le vrai patron est à l'Élysée. Effectivement. Vaut rien du tout, monsieur Le Maire. L'autre chose qu'il faut dire, c'est la définition simple de ce que c'est qu'une monnaie. Bien convertible, acceptée par tous en échange d'une valeur. On discute de quoi? D'un papier? Monsieur Bachir, vous partez avec vos francs CFA, vous arrivez en Allemagne, on vous donne des euros. Il n'est pas convertible. Il est reconnu par personne. C'est un papier. C'est pour essayer d'avoir un semblant de vie dans ce qu'on appelle un empire colonial. Comment un pays peut appliquer ça à d'autres pays? Comment on peut le faire? La deuxième des choses, Bachir, acceptée par tous. Personne ne veut des francs CFA. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Autre chose, Bachir. Il parle dans le franc CFA de ce qu'on va appeler effectivement la stabilité monétaire. La stabilité monétaire va nous produire, au-delà de la pauvreté, ça va nous produire et générer ce qu'on va appeler une économie de consommation. Parce que cette pseudo-stabilité monétaire va installer la pauvreté et une interdiction par son mécanisme de pouvoir s'industrialiser. Ça fait que produire, vous prenez le risque de produire. Non seulement vous n'avez pas de financement, parce que vous n'avez pas de banque centrale, c'est-à-dire la BEAC, c'est une sous-direction du Trésor français. C'est une sous-direction du Trésor français. Vous n'avez pas de financement. Ça fait que si vous faites même, comment je vais dire, harakiri de produire, eh bien, les biens que vous sortez sont largement, en termes de coût, au-dessus véritablement des biens qui vous inondent. Ça fait que véritablement, on a des hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont à Dubaï, ils ramassent ce bordel des téléviseurs, ils viennent déposer dans les boutiques. Voilà les hommes d'affaires. Aucune production. Je vais même plus loin. Ils vont vous faire signer des accords de coopération où, dorénavant, ils vont vous déverser la poubelle. Un Camerounais est élégant aujourd'hui quand il met la friperie. C'est-à-dire qu'on vous explique que voilà un plat, il vaut mieux acheter un plat d'occasion utilisé par un tuberculeux à Paris qu'effectivement un plat neuf. Vous apportez nos villes, c'est la brocante, c'est la brocante, c'est la brocante. Voilà les effets du franc CFA qui sont visibles. Quand vous circulez, vous n'avez pas constaté, on est devenu la poubelle de l'Europe. Vous circulez partout, voiture d'occasion, poubelle, habits, poubelle, brocante, poubelle. C'est-à-dire que même pour équiper sa maison dans un canapé, la poubelle. Donc il n'y a aucune production avec le franc CFA. Quand vous ne produisez pas, vous distribuez quoi? La misère? La stabilité monétaire, la stabilité monétaire. Non. Quand vous regardez les pays, je l'ai dit ici, les indicateurs des pays africains, les plus pauvres, les 20 dernières places, en termes d'indice de développement humain, les 20 dernières places, on n'a rien du tout. Nous sommes les plus pauvres, misérables. Alors, quelle stabilité monétaire? L'autre chose qu'il nous explique, c'est effectivement les déficits budgétaires. Le franc CFA va rentrer dans ce qu'on va appeler, va nous créer un cercle vicieux. Quand vous ne produisez donc rien, qu'est-ce que vous avez? Il faut donc aller consommer ce que vous ne produisez pas.
C'est-à-dire qu'on en est. Après, quand vous consommez ce que vous ne produisez pas, déficit budgétaire. Et quand vous avez déficit budgétaire, eh bien, un individu comme Mme Lagarde vient se tenir, joue la belle et vous explique que M. Sassou Nguesso allait restructurer votre dette pour que vous venez pour une facilité de décaissement de 650 $. M. Ali Bongo, nous ne sommes pas d'accord avec l'amende que vous avez infligée à Total. On va revoir votre prêt de 400 $. Le panafricaniste Idriss Déby, oh c'est compliqué, il faut venir voir à New York, si on va voir, voilà effectivement, donc on est dans le cercle vicieux de l'endettement. Toute une vie, je vais plus loin, la France garantit le franc CFA, mais en 94, c'est la France qui était en faillite, nos États n'étaient pas en faillite, la France va nous dévaluer. Où a été la garantie de Paris? Où a été la garantie de Paris? On enverra Roussin annoncer la dévaluation. Roussin que Bolloré va copter. Après. Où était la garantie? Je vais plus loin. Les rapports de force. Si les rapports de force n'avaient pas changé, si nos patriarches de la CEMAC n'avaient pas dit non, eh bien, Maître Momo, vous savez que le voyou qu'on va appeler Sapin arrivait ici avec une enveloppe dans sa poche. Nous expliquait que M. Hollande a envoyé d'évaluer. Oui. Il a fallu que dans la salle, on lui explique que monsieur, c'est terminé. On ne dévalue pas. Oui. On ne dévalue pas. Et c'est eux qui vont rédiger, en fait, comment on va appeler les 24 recommandations et dire que des mesures d'austérité. C'est eux qui vont le rédiger. C'est eux qui vont rédiger ces mesures. Madame Lagarde va jouer. Donc, les rapports de force ayant changé. Voilà le franc CFA. C'est-à-dire cercle vicieux, non-industrialisation, déficit budgétaire, endettement, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Et ils vous inventent des mécanismes de C2D. Or, le C2D, c'est-à-dire que Paris nous apporte véritablement de la lumière. Un petit ambassadeur de France vient en fait jouer le beau devant tout un gouvernement pour expliquer que, effectivement, nous allons sortir 42 milliards du C2D pour lancer la pénétrante ouest de Douala. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire une chaussée à 4 voies, le développement de Paris, c'est-à-dire à l'entrée de Douala et à la sortie de Douala, le C2D. Voilà les mécanismes du franc CFA. Et enfin, c'est le qui est constitué par l'effort des Camerounais qui remboursent la dette et Paris, dans un compte et Paris vient vous retrocède une dette en réalité inexistante. Mais qui vient gagner le marché? Enfin, on vient de sortir sur un débat. Le franc CFA vous conforte des crapules comme Bolloré. S'il n'y a pas de franc CFA, c'est-à-dire c'est pour ça que notre lutte va aller au-delà de ce qu'on a donné comme raison de la fin de Bolloré, les problèmes judiciaires, c'est-à-dire que si le franc CFA aujourd'hui explose, ça en est terminé pour Bolloré. Parce que c'est le franc CFA qui conforte des salopards de ce genre, comme les Bolloré. Donc voilà Bachir ce qu'on peut dire de cette histoire. Il n'y a pas une seule raison de pouvoir regretter ce papier qu'on va appeler en fait franc CFA. Donc, pas de regret donc. Bachir, il n'y a pas d'avenir dans cette histoire. Très bien, pas d'avenir, dit Bertrand Tachinda. On va prendre quelques appels, messieurs, et on revient vers le plateau. Monsieur Yao, bonsoir. Bonsoir Bachir et bonsoir tous les près du panel. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et je vous dis ceci, je vais demander quelque chose à notre frère Bandakani, Bertrand Tachinda, Arthur Amou, etc. Je vais vous demander tout simplement à nos frères, surtout de ne jamais désarmer les Africains, de nous encourager, surtout dans cette affaire de Bolloré. Pourquoi Bolloré? Parce que c'est extrêmement grave, puisqu'on dit, nous avons entendu depuis Bruxelles, que l'affaire de Bolloré ne nous concerne pas les Africains. Ce n'est pas possible. Cela nous concerne. Cela nous concerne, nous les Africains. Qu'on soit d'accord avec M. Jacques Dupuy-Doby, ce monsieur-là venait de le dire tout à l'heure, que Bolloré multiplie par 3 ou bien par 4 le prix des dédouanements. Je suis togolais, je vais vous raconter. Vous savez qu'Ivano Solitio était tué aussi pour ça. Par une des causes, je vais vous raconter. J'ai envoyé il n'y a pas longtemps un carton de livres au Togo, une trentaine de bouquins. Vous savez combien j'ai payé? J'ai payé 600 000 francs CFA. Arrivé au port de Bolloré, ils ont ouvert les cartons
Il se trouve que tous les livres sont imprimés ISB, c'est-à-dire c'est la valeur à laquelle on doit vendre les livres en dessous. J'ai payé un dédouanement de presque 600 000 francs CFA, c'est-à-dire plus de 3 ans de salaire à un Togolais, salaire minimum au Togo, 600 000 francs. Comme disait tout à l'heure M. Jacques depuis le début, et alors, ce type-là, je veux dire à nos frères, il a travaillé SCOA, SIFAO, Société Générale, on connaît tous, ils nous ont pillés. Mais pourquoi nous, ce qui se passe là, il nous faut aussi du pragmatisme, profitons de cette occasion pour les casser le rein. Pourquoi nous? On veut dire que ça ne nous concerne pas. Moi, ça me concerne. Les Togolais, les Africains, qui paient si cher, ça nous concerne. Monsieur Bandakani, je compte sur vous. C'est notre devoir à nous pour dire cette lâcheté, nous ne voulons plus ce que Luc Michel nous a tout le temps prodigué, cette lâcheté intellectuelle dans le combat. C'est le combat, c'est à nous, nous les Africains, et non pas des jeudis en Belgique. C'est nous. Ça nous concerne, pour dire que ça ne nous concerne pas les Africains. Ce combat, ça nous concerne, nous, moi particulièrement, tous les Togolais, tous les Africains qui payent. Pour dire que oui. Et alors, ce type-là, ils nous ont pillés, eux qui sont des chrétiens. Pourquoi ce type-là, il a fait son chemin de Damas? Si ce type-là, il a fait son chemin de Damas, la guerre entre eux. Mais profitez-en pour nous organiser, pour leur casser le rein. Alors, Luc Michel dit que ça ne concerne pas. Il faut que ce ministère de GSB, vous connaissez GSB? GSB, c'est la pudure qu'on emploie pour draguer les gens dans les bois de nuit. Il faut qu'on cesse de nous endormir. Ce combat nous concerne, M. Bandakani, et nous comptons beaucoup sur vous. Et vous savez, Sylvano Selimpio a été tué pour 3 raisons. Le franc CFA, la construction du port du Togo. Et il a affronté, vous le trouverez dans les bouquins, dans les livres sur la côte de Sylvano Selimpio, la construction du port de Lomé. De Gaulle était contre. De Gaulle était contre. Vous le trouvez dans les bouquins, je peux vous l'envoyer, ces livres-là. De Gaulle était pour la construction du port, il faut le construire au Bénin, c'est-à-dire au Dahomey, qui est une colonie française. C'est Sylvano Selimpio avec l'appui de l'Allemagne qu'on a construit ce port-là, avec l'argent du Togolais, avec le soutien de l'Allemagne. Ça n'a rien à voir. Alors, pour nous dire que oui, mais ça ne concerne pas les Africains, je suis désolé. Moi, je l'ai tout dit. Notre frère et Luc Michel, mais toutes ces propositions que nous arrivons, notre lutte, celle que nous avons, c'est-à-dire le point de basculement, il nous a tout le temps lâché. Ça nous concerne, nous, les Africains, peut-être pas les Belgiques. J'ai payé 600 000 francs quand j'ai envoyé des bouquins au Togo, au port de Lomé. Alors, M. Bandakani, nous comptons sur vous. Cette affaire-là, ça nous concerne à tous les Africains. Pour dire que oui, mais ce type-là, nous, à partir du moment que nous avons cette occasion, profiter. C'est le pragmatisme dans une lutte. C'est le pragmatisme. C'est quoi? Il nous faut aussi une intelligence politique. Il ne faut pas qu'on nous endorme à partir de Bruxelles. Merci à vous, notre frère Bandakani. Nous comptons beaucoup sur vous. Je suis avec quelques Togolais, avec moi ici. Ils ne comprennent pas comment est-ce que ce plateau-là, on peut dire que oui, que cette affaire ne concerne pas les Africains. Ça nous concerne. Profitez-en de cette occasion pour les casser, nous aussi. Je vous remercie et bon dimanche à vous. Merci, M. Yao, pour votre appel depuis la France. M. Yao, donc, qui est togolais, vivant en France, et qui, depuis des années, lutte contre cette monnaie coloniale. Nous prenons Mohamed, qui nous appelle d'où? Mohamed du Canada. Ah, bonsoir, Mohamed. Oui, bonsoir, M. Bachir. Bienvenue à l'émission, on vous écoute. Ok, super. Je salue tous les panélistes, y compris mon grand frère Abdollah, président Badansani, et tous les panélistes. Mais j'aurais aimé que mon champion aussi soit là, et qui est Bibou Nizak, je pense bien, si j'ai pas mémoire là. Pour l'affaire de Bolloré, moi je vais me prononcer sur des sujets concernant l'affaire de Bolloré et la Françafrique. Allô? Allez-y, Mohamed, ne cherchez pas à vous réécouter. Nous, on vous écoute bien. Allez-y. Ok.
Concernant sur l'affaire de Bolloré, moi je ne vois rien de surprenant et rien de nouveau. Depuis la nuit des temps, la France a existé pareil. Moi je ne vois pas de surprenant dans le cas de Bolloré, parce que Bolloré est le fruit de la France. Oui, on ne peut pas entraîner, on ne peut pas mettre un monde, comment on appelle, un enfant au monde et l'éduquer d'une façon, lui donner une éducation spéciale. Et maintenant, quand l'enfant là est devenu majeur, qui veut prendre son envol, et ces mêmes parents se retrouvent à se dire que c'est pas cette éducation qu'on lui a donnée. Et pourtant, c'est eux qui l'ont élevé, et qui l'ont, comment on appelle, transmis cette éducation-là. Bolloré représente comme 0,000% de ce que la France fait en Afrique. Est-ce que vous savez, concernant le cas du franc CFA, la dette de toute l'Afrique, le continent, je parle bien de toute l'Afrique. Monsieur Bachir, ça dépasse les 500 milliards de dollars. Et combien la France gagne? Sous le dos des Africains, concernant le franc CFA, c'est 400 milliards. Ça veut dire automatiquement que la dette des pays africains, et ce que la France gagne, doit payer à peu près 95% de la dette africaine, où on se trouve actuellement, et qui nous empêche de prendre nos envols. Parce que, vous savez, il y a quelque chose, il y a un enjeu politique qui se joue et que M. Badassani s'est prononcé là-dessus il y a un peu plus d'une semaine. Et vous voyez le bloc de Guinée, c'est tout un combat acharné qui est en train de se mener entre les alliés historiques occidentaux. On va dire comme ça. L'Amérique et puis la France. La France, toute l'Europe sous son dos. OK? Et concernant ces cas-là, parce que vous voyez, la partie où le France joue, où la France mène son France-Afrique, c'est là que se trouve le cas du bloc de Guinée. Et tout ça là, c'est la survie de l'Occident. Et concernant ce point-là, j'aimerais que M. Badankani nous éclaire beaucoup plus sur ce sujet-là. Et la France-Afrique, moi je ne vois pas si vraiment on est indépendant. Pourquoi ne pas posséder notre propre monnaie? C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'aller à Sorbonne ou je ne sais pas, à Harvard pour étudier cela et puis comprendre. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu travailles, tu es payé à 500 dollars par jour. Je te dis, OK, quand tu es payé le soir à 18h, tu me déposes 300 dollars et tu restes avec des 100 dollars. Et la nuit, tu as un problème à régler, des 100 dollars. Et tu dois les régler, sinon, ta vie est faite. Et les 200 dollars qui te restent, tu es obligé de le mettre et puis reste mieux. Et je te dis, OK, je vais t'emprunter, mais ce que tu m'as déposé là, ça, je le garde. Mais c'est quoi? Il ne faut pas nous voiler la face. Non seulement pour posséder à notre monnaie, c'est la survie, et après on va parler de développement et d'expansion. Parce que aucun pays ne va se développer sans l'industrialisation de ce pays-là. C'est ça le vrai défi du Nigeria aujourd'hui contre l'Union européenne. Ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne qui s'oppose, mais c'est toute l'Europe entière, on va dire comme ça, qui s'oppose à l'industrialisation du Nigeria. C'est l'une des raisons que Boko Haram existe aujourd'hui entre le Nigeria et le Cameroun. C'est l'une des raisons fondamentales qu'il existe. Et je vais vous dire quelque chose. Non seulement quand on aurait, c'est la survie, quand on aurait notre propre monnaie, ça va nous permettre de financer non seulement les institutions panafricaines qui ont été mises en place par les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Marcus Garvey et les Haïlé Sélassié pour financer l'Union panafricaine des télécommunications, qui est IPA, l'Union panafricaine aussi encore des forces. Ça doit nous permettre aussi encore de l'Agence panafricaine des nouvelles qui doit reparler toutes les nouvelles dans toute l'étendue du continent. Appel depuis le Canada. Lunis Lorient Fogab, bonsoir, bienvenue à l'émission, on vous écoute. Allô? Bonsoir Bachir, bonsoir à tous les panélistes. Linus Fogab, c'est moi, je vous appelle depuis la ville de Tchang. Écoutez Bachir, je suis très fier du débat de ce soir, je suis très fier du niveau du débat de ce soir et je voudrais témoigner la fierté qui m'anime ce soir. Quand je l'ai dit Bachir, je voudrais dire quelque chose de très fondamental. Vous voyez, la vérité doit être dite même si elle doit détruire le monde. L'Afrique est plombée
par la pléthore de ces dirigeants insouciants, cupides, lâches, amorphes et complaisants. C'est de ça qu'il est question. La question de Bolloré que vous avez évoquée tout à l'heure, en relation avec la question du franc CFA. Mais qui sont ceux qui doivent prendre des décisions pour mettre fin à cette histoire? Ce sont nos dirigeants. Ne tournons pas autour. On a déjà dépassé ce niveau-là. On a dépassé ce cap. On ne peut pas tout le temps accuser les autres et ne pas pointer du doigt ceux-là qui sont auprès de nous et qui nous empêchent d'évoluer. Qu'est-ce que le professeur Nicolas Arborou n'a pas dit sur le franc CFA? Qu'est-ce que Tunjian Poumi n'a pas dit sur le CFA? Qu'est-ce que Samir Rami n'a pas dit sur le franc CFA? Qu'est-ce que le professeur Bassili qui est assis auprès de vous n'a pas dit sur le franc CFA? Pourquoi est-ce que, après toute cette littérature, après toutes ces argumentations, après tout ce que ces gens ont dit sur le franc CFA, nos dirigeants continuent de nous maintenir dans cette histoire? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est ça la question qu'on doit mettre sur la table de débat. Le franc CFA nous bloque, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais pourquoi ceux qui sont chargés de nous conduire vers la libération totale, puisque ce sont eux qui ont la décision? Je vois des gens parler comme si le chef d'État n'était rien, mais attention, posez-vous la question du rôle d'un chef de l'État. Quand ils sont aux Nations Unies, là, ils parlent au nom de qui? Ils parlent au nom du Cameroun, ils parlent au nom du Bénin, ils parlent au nom de la Côte d'Ivoire, ils parlent au nom du Gabon. Ce sont les dirigeants, monsieur. Ils ont cette capacité. Nous leur avons donné tout le pouvoir militaire, le pouvoir de déclarer les guerres. C'est ça. Mais pourquoi quand il faut agir dans des secteurs qui concernent notre souveraineté, ils sont myopes, ils sont amorphes, ils sont silencieux. Et puis on ne parle que de la France. Ce sont nos dirigeants aussi. C'est de ça qu'il est question. Que ces gens nous sortent de cette servitude monétaire. Vous voyez un monsieur comme Bolloré qui arrive au Cameroun, qui construit des salles de cinéma, et on voit des ministres qui sont là pour l'accompagner. Vous voyez à quel niveau nous sommes tombés bas? Est-ce que vous voyez ça, monsieur Bachir? C'est de ça qu'il est question. L'Afrique, pour se développer, a besoin des dirigeants courageux. Seul le courage de dire non suffit pour libérer un peuple de l'obscurantisme et de la domination. Est-ce que nous avons donc des dirigeants courageux? That is the question. Et je pense que tant qu'on va continuer à faire de l'équilibrisme, à faire je ne sais pas de quoi, on ne fera pas un seul pas. Il faut interpeller nos dirigeants. Dites-leur, président Bandakani, dites-leur, maître Momo, dites-leur, président Tatsida, que ce sont eux qui bloquent l'Afrique. Ce sont eux qui empêchent l'Afrique de décoller. C'est de ça qu'il est question. Ne tournons plus à rond. Je vous remercie. Bonne continuité. Ministre Fogap, et on prend un dernier appel pour cette série avant de revenir vers le plateau. C'est Roger de Dubaï. Roger, bonsoir. Allô? Oui, Roger, bonsoir, on vous écoute. Allô, Roger? Roger se réécoute de l'autre côté. Alors, on va en prendre un autre. Allô? On reprend le plateau. Merci. Alors, Robert Moutier-Ambassa, je voudrais vous écouter sur cette question. Mettre fin à la France-Afrique, avec le franc CFA qui reste toujours maintenu, une incongruité, disent certains, ou la plupart de vos prédécesseurs. Je souscris tout à fait. C'est une incongruité parce que, vous savez, parler de France-Afrique, parler de France-Afrique et dire qu'on ne parle pas du CFA, c'est qu'on prend des gens pour des idiots, quoi. C'est comme si on versait la poudre de perlimpinpin. Vous savez, la France, parce que la France contrôle le CFA, parce que la France s'appuie sur les richesses de nos sols et sous-sols, est 4e ou 5e puissance mondiale. Si le CFA s'arrête aujourd'hui et que les pays africains reprennent leur autonomie, la France sera la 20e ou la 30e place mondiale. Vous comprenez que c'est quelque chose qui est très très important et cette disparition du CFA va le rétrograder au moins à la 20e ou à la 30e place. Et vous comprenez que la France ne pourra jamais accepter d'arrêter avec le franc CFA parce que arrêter avec le franc CFA, c'est de faire changer le paradigme et amener la France à devenir ce qu'elle devait être depuis toujours. Donc c'est à nous, peuple africain, de le comprendre. Et je pense qu'Afrique Média
depuis au moins 5 ans, voici je crois la 6e année, avec des éminents professeurs comme Abou, et n'arrête pas de conscientiser les Africains. Et aujourd'hui, le problème a été posé sur la place publique, et c'est clair pour tout le monde que le CFA joue un rôle négatif dans nos pays, parce que tant qu'il y a le CFA, tant qu'il n'y a pas d'industrialisation, tout ce qu'on raconte par-ci, par-là, pays émergents en 2020, en 2025, en 2030, tout ça, c'est du blabla. Il n'y aura jamais d'émergence tant qu'il y aura le CFA. Donc, moi je pense que... C'est-à-dire que le peuple l'a compris, la plupart des hommes que vous êtes ici, vous l'avez aussi compris, mais vous n'avez pas la décision. Justement, le problème c'est quoi? C'est que nos différents chefs d'État qui sont en place, qu'on le veuille ou pas, la France a d'une manière directe ou indirecte contribué à la mise en place de nos chefs d'État. Et je crois que la vraie rupture va commencer quand les gens, nos chefs d'État seront mis en place sans que la France intervienne directement ou indirectement. Et je crois que nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Vous savez, à l'époque de nos présidents actuels, beaucoup, dès le secondaire, avaient des bourses scolaires pour aller étudier en France. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous-même dire que les chefs d'État sont ce qu'ils sont. En même temps, vous leur demandez de faire ce qu'ils sont ne peut faire. Contradiction. Bachir, comment peut-on être structurellement une néocolonie? Je vais rappeler ça toute ma vie. Comment peut-on être structurellement une néocolonie et avoir des chefs d'État? Vous êtes une néocolonie et vous avez des chefs d'État. C'est-à-dire que nos amis nous disent qu'ils parlent comme Bruno Le Maire. Le ministre des Finances de la France dit ceci dans son interview. Il dit que non, c'est aux États membres. Il dit ça 2 fois. Il dit, je répète, c'est aux États membres de venir faire des propositions à la France. C'est ce qu'il dit. Et exactement, ceux qui demandent que les chefs d'État fassent un miracle disent la même chose que M. Bruno Le Maire. Autrement dit, la France n'a rien à voir dans ce qui est dans le franc CFA. C'est une affaire des chefs d'État africains. Donc, on est en train de nous dire que nous sommes dans une situation où les États africains, entre guillemets, sont dans la même situation que l'État français. C'est-à-dire, il n'y a rien d'anormal. Nos pays sont aussi souverains que la France, aussi souverains que les États-Unis, que le Canada, que l'Angleterre. Et ont donc des présidents qui ont la capacité d'agir comme tels. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et on n'est pas l'africaniste. Alors, c'est une incohérence terrible. Et après, on va dire, ok, dites non. Mais Sékou Touré a dit non, M. Bachir. Ça s'est terminé comment? On est dans un débat sérieux. Sékou Touré a dit non. Laurent Gbagbo a dit non. Kadhafi a dit non. La réflexion panafricaniste d'aujourd'hui, quand on dit non panafricanisme, commence à ce niveau, Bachir. À savoir, pourquoi des gens qui ont dit non sont partis comme ils sont partis. Ils n'ont pas pu être protégés. Olympio a dit non. Oui. On lui a fabriqué Yadema. Sankara a dit non. Compaoré l'a renversé. Et les Burkinabés ont supporté Compaoré 22 ans avant de le renverser. Si on appelle ça renverser, ils l'ont renversé. 22 ans. Dans la réflexion, le débat est sérieux. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire. Non. Nous ne sommes pas en train de dire que ce que vous appelez président africain, je ne sais pas dire quoi. Non, on n'a rien à leur reprocher. Mais si vous reprochez à une poule d'être poule, c'est vous qui avez un problème. Très bien. Une poule ne peut faire que ce qu'une poule peut faire, pas autre chose. Nous disons tous les jours ici que nos présidents sont encore des gouverneurs. C'est pas le manque de respect, ils le savent. Même nos pires ennemis comme M. Ouattara, je sais ce que je peux lui reprocher, je sais ceux qui sont derrière lui. Je sais partager les responsabilités. Je dis même nos pires ennemis comme M. Ouattara. Vous comprenez? Je sais ce que Ouattara a fait et ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas M. Ouattara qui allait enlever Gbagbo dans le bunker. C'est Sarkozy et l'armée française. La rébellion seule n'aurait pas pu venir à bout de l'armée ivoirienne. Donc il faut expliquer les choses. Donc pour dire que Bouabachir, Sékou Touré a dit non, ça s'est terminé comment? Même le message qui dit que nos grands-pères avaient une monnaie, c'est très bien. Il faut aller voir comment dans l'école, comment le grand-père fait pour avoir une monnaie. Mais ce n'est pas empêcher les Allemands d'écraser nos grands-pères camerounais qui avaient la monnaie, qui avaient le clou. Ils ont été écrasés. On en a fait des esclaves. Donc le débat est plus loin. Tout ceci pour dire quoi, Bachir? Je termine par là. Ceux qui estiment que nous avons négligé le front intérieur, qu'ils ont créé de l'organisation, et faire mieux que nous à l'intérieur, et ils vont y canaliser leur révolte. Faire mieux que nous.
nous n'avons pas négligé l'intérieur. Mais ceux qui disent que nous avons négligé l'intérieur, qui créent l'organisation, ils vont sur le terrain. Ils font mieux que nous. Je continue, je termine. Moi, Bandakani, je n'attends rien d'un chef d'État. Je vais le répéter. Ce n'est pas un président qui nous a dit ici. M. Tagour prend cette initiative. Nous envoyer si vous faites le travail qu'on fait. Ce n'est pas un président. Le président bien ne m'a jamais demandé de faire ce travail. Et nous avons marché pour arriver là où nous sommes. Nous disons ceci à nos frères. Organisez-vous pour prendre le pouvoir dans vos pays. Ce n'est pas avec la bouche. La nouvelle génération, montrez que vous êtes à la hauteur. Organisons-nous pour prendre le pouvoir, M. Bachir. Mais quand la nouvelle génération, comme Bandakani, vont s'élever, ce sont ces nouvelles générations-là qui vont commencer à dire que M. Bandakani n'a pas ceci, n'a pas ça, n'a pas ça, n'a pas ça. Vraiment, ne le suivons pas. Ces mêmes gens, dans leur contradiction, moi je ne l'ai pas dit, mais écoute, hein, dans leur contradiction. Donc il faut qu'on s'organise. L'enjeu, la réponse à apporter, c'est que les nouvelles générations s'organisent pour prendre le pouvoir et faire mieux que ce que nous insultons tous les jours. Merci, Président Bandakani. Maître Momo, merci à vous également. Docteur Bachir Lekan, on vous dit merci. Bertrand Tachinda, Simo, Biloa ici, Jean-Arthur Aoumou et toute l'équipe technique qui a travaillé à vos côtés à Yaoundé. Merci à Luc Michel pour le temps qu'il consacre à chaque fois à nos différentes émissions, collaboration parfaite. Merci également donc à Jacques Dupuis-Dobi qui a accepté également d'échanger avec nous en début d'émission. Oui, Maître Momo. Vraiment, il faudra multiplier les émissions. Si vous pouvez avoir ce Jacques Dupuis-Dobi, pour qu'au fur et à mesure que le temps passe, qu'il éclaire nos lanternes. Très bien. En tant que, oui, et nous le saluons, nous lui disons merci particulièrement pour cette intervention. Voilà, salutations donc qu'il a suivi d'ailleurs en ce moment. Merci donc à toute l'équipe à Paris également qui a permis la liaison. On dit bonsoir à tous et les émissions se poursuivent. Juste après nous, vous retrouverez donc 7 jours en kiosque. Bonsoir. Qui est neutre. Elle a déjà un parti. Donc nous terminerons en disant simplement que pour nous, panafricanistes, au niveau où nous sommes, nous on ne se casse pas le corps. Nous allons voir comment le CFA va suivre. Nous allons voir comment la France va continuer à dominer les pays africains. Nous allons voir comment nous n'allons pas marcher sur la France pour imposer le changement, la libération des pays africains. Nous allons voir. Et ce travail, nous ne comptons sur personne, sauf sur nous-mêmes. Très bien. Merci, Président Bandakani. Bertrand Tachinda. Je remercie le président Bandakani pour cette brillante démonstration. Je lui apporte mon soutien total et sur le plateau de télévision, je lui dis que je serai présent à ce congrès. Merci. Nous y serons présents à ce congrès. Bachir, l'histoire du franc CFA, sans être un économiste, nous allons raconter des petites histoires et faire des petits constats. Il y a un acteur qui entre en jeu qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn. 19 pages. Vous savez, souvent, quand ils veulent embrouiller les gens et donner l'impression qu'ils sont pertinents, ils vous pondent une histoire de 19 pages. Oui, j'utilise les mots pompeux, compliqués. J'ai essayé de lire cette... Il a résumé en 4 lignes. Dominique Strauss-Kahn a été le ministre de l'Industrie de Laurent Fabius. C'est-à-dire que quand la gauche arrive au pouvoir, M. François Mitterrand se fait élire sur un slogan foireux, changer la vie. Il explique qu'il va changer la vie des Français. Pierre Mauroy est son premier ministre. 2-3 ans, il lance la rigueur. Pierre Mauroy n'est pas d'accord, il le vire. Il prend le jeune Fabius, il en fait Premier ministre. Dominique Strauss-Kahn est ministre de l'Industrie. Ministre de l'Industrie, vous savez qui est son ministre de l'Économie et des Finances? Monsieur Jacques Delors. Donc, à cette époque-là déjà, ils sont les véritables parrains du franc CFA. Vous avez entendu M. Dominique Strauss-Kahn parler? Il va grandir en galon, devenir ministre de l'Économie et des Finances de M. Jospin. Ministre de l'Économie et des Finances de M. Jospin. Il sera toujours quelqu'un qui ne va jamais se prononcer sur les questions du franc CFA. C'est parce qu'aujourd'hui, Paris vacille. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en difficulté des gens comme Bolloré. C'est parce qu'on a apporté de la pertinence. C'est parce qu'on a réussi véritablement, avec une certaine masse critique, à amener une autre façon de faire et même une autre prise de décision de nos présidents de la CEMAC. La CEMAC devient à la une, c'est-à-dire que le fer de lance véritablement de la chute du franc CFA. Or, avant de faire tomber le franc CFA, il y a un certain nombre de mécanismes. Il vous faut une certaine autonomie dans votre système de sécurité. Il vous faut une certaine, comment je vais dire, c'est-à-dire qu'une certaine collaboration en termes d'échange de renseignements. Il vous faut une certaine diversification de partenariats. Il vous faut des accords bilatéraux avec d'autres acteurs forts,
tant sur le plan économique que sur le plan militaire. Voici les bases qu'il faut mettre. Et quand vous les mettez, mais le franc CFA s'écroule seul, de fait. Donc voilà ce qui est en train d'être mis en fait dans la CEMAC. Deuxième personnage, M. Bruno Le Maire. Je l'ai dit sur ce plateau, j'étais scandalisé des propos de M. Bruno Le Maire, mais il faut l'excuser, vaut rien. Petit ministre de l'Agriculture. Macron va le coopter juste pour diviser la droite. Diviser la droite. D'ailleurs, quand Macron va le coopter, toutes les instances politiques des partis républicains vont le virer, on va l'appeler le traître. Exactement ce que M. Sarkozy va faire. C'est-à-dire, quand il va arriver au pouvoir, il va coopter un voyou qu'on va appeler M. Kouchner, en faire son ministre des Affaires étrangères, pour diviser la gauche. C'est uniquement ça, c'est ça qui donne les galons à Le Maire. Vaut rien, on le virera l'année prochaine. Le vrai patron est à l'Élysée. Effectivement, vaut rien du tout, monsieur Le Maire. L'autre chose qu'il faut dire, c'est la définition simple de ce que c'est qu'une monnaie, bien convertible, acceptée par tous en échange d'une valeur. On discute de quoi? D'un papier? Monsieur Bachir, vous partez avec vos francs CFA, vous arrivez en Allemagne, on vous donne des euros. Il n'est pas convertible. Il est reconnu par personne. C'est un papier. C'est pour essayer d'avoir un semblant de vie dans ce qu'on appelle un empire colonial. Comment un pays peut appliquer ça à d'autres pays? Comment on peut le faire? La deuxième des choses, Bachir, acceptée par tous. Personne ne veut des francs CFA. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Autre chose, Bachir. Il parle dans le franc CFA de ce qu'on va appeler effectivement la stabilité monétaire. La stabilité monétaire va nous produire, au-delà de la pauvreté, ça va nous produire et générer ce qu'on va appeler une économie de consommation. Parce que cette pseudo-stabilité monétaire va installer la pauvreté et une interdiction par son mécanisme de pouvoir s'industrialiser. Ça fait que produire, vous prenez le risque de produire. Non seulement vous n'avez pas de financement, parce que vous n'avez pas de banque centrale, c'est-à-dire la BEAC, c'est une sous-direction du Trésor français. C'est une sous-direction du Trésor français. Vous n'avez pas de financement. Ça fait que si vous faites même, comment je vais dire, harakiri de produire, eh bien, les biens que vous sortez sont largement, en termes de coût, au-dessus véritablement des biens qui vous inondent. Ça fait que véritablement, on a des hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont à Dubaï, ils ramassent ce bordel des téléviseurs, ils viennent déposer dans les boutiques. Voilà les hommes d'affaires. Aucune production. Je vais même plus loin. Ils vont vous faire signer des accords de coopération où, dorénavant, ils vont vous déverser la poubelle. Un Camerounais est élégant aujourd'hui quand il met la friperie. C'est-à-dire qu'on vous explique que voilà un plat, il vaut mieux acheter un plat d'occasion utilisé par un tuberculeux à Paris qu'effectivement un plat neuf. Vous apportez nos villes, c'est la brocante, c'est la brocante, c'est la brocante. Voilà les effets du franc CFA qui sont visibles. Quand vous circulez, vous n'avez pas constaté, on est devenu la poubelle de l'Europe. Vous circulez partout, voiture d'occasion, poubelle, habits, poubelle, brocante, poubelle. C'est-à-dire que même pour équiper sa maison dans un canapé, la poubelle. Donc il n'y a aucune production avec le franc CFA. Quand vous ne produisez pas, vous distribuez quoi? La misère? La stabilité monétaire, la stabilité monétaire. Non. Quand vous regardez les pays, je l'ai dit ici, les indicateurs des pays africains, les plus pauvres, les 20 dernières places, en termes d'indice de développement humain, les 20 dernières places, on n'a rien du tout. Nous sommes les plus pauvres, misérables. Alors, quelle stabilité monétaire? L'autre chose qu'il nous explique, c'est effectivement les déficits budgétaires. Le franc CFA va rentrer dans ce qu'on va appeler, va nous créer un cercle vicieux. Quand vous ne produisez donc rien, qu'est-ce que vous avez? Il faut donc aller consommer ce que vous ne produisez pas. C'est-à-dire qu'on en est. Après, quand vous consommez ce que vous ne produisez pas, déficit budgétaire. Et quand vous avez déficit budgétaire, eh bien, un individu comme Mme Lagarde vient se tenir, joue la belle et vous explique que M. Sassou Nguesso allait restructurer votre dette pour que vous venez pour une facilité de décaissement de $650. M. Ali Bongo, nous ne sommes pas d'accord avec l'amende que vous avez infligée à Total. On va revoir votre prêt de $400. Le panafricaniste Idriss Déby, oh c'est compliqué, il faut venir voir à New York, si on va voir, voilà effectivement, donc on est dans le cercle vicieux de l'endettement. Toute une vie, je vais plus loin, la France garantit le franc CFA, mais en 1994, c'est la France qui était en faillite, nos États n'étaient pas en faillite, la France va nous dévaluer. Où a été la garantie de Paris? Où a été la garantie de Paris? On en verra Roussin annoncer la dévaluation. Roussin que Bolloré va copter. Après. Où était la garantie? Je vais plus loin. Les rapports de force. Si les rapports de force n'avaient pas changé, si nos patriarches de la CEMAC n'avaient pas dit non, eh bien,
Maître Momo, vous savez que le voyou qu'on va appeler Sapin, arrivé ici avec une enveloppe dans sa poche, nous expliquait que M. Hollande a envoyé d'évaluer. Oui. Il a fallu que dans la salle, on lui explique que les chefs monsieur, d'État ont dit que c'est c'est pas terminé. possible. On ne dévalue pas. Oui. On ne dévalue pas. Et c'est eux qui vont rédiger, en fait, comment on va appeler les... Comment renverser ça reprend la tendance à main. C'est ce que le Michel a appelé les contre-feux. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Bachir. Donc quand c'est comme ça, il faut rappeler ça. Mettre d'abord le point sur les i au niveau du débat. Aujourd'hui, le débat, ce n'est plus de savoir si le franc se fait mauvais ou pas. Nous avons obligé la France à reconnaître que c'est mauvais. Quand son petit ministre de l'économie, là, le petit qui vient s'agiter là, qui réunit les ministres africains, et ben, le petit, il appelle qui? Bruno Le Maire. Alors, il fait ça. Il vient faire son cinéma, il bavarde comme un petit apprenti pour dire que vraiment, oui, la France est ouverte à toutes les dévolutions. Hein? Et il est clair, hein, il va même plus loin. Hein. Je ne sais pas si j'ai le test ici. Oui, je l'ai, Bachir, comme par hasard. Il dit... Le document, on le retrouve? Oui, il est là. Ne vous inquiétez pas. Il est là. Un peu loin. Oui, il est là. Il dit, nous sommes libres de changer le nom, de revoir la géographie, l'agissement, les systèmes de dépôt des avoirs. Tout à fait. C'est le ministre français des Finances, à l'heure actuelle, qui parle de ça. Il y a 10 ans, c'était possible d'avoir un tel débat? De parler à un ministre français de la France, c'est pas. Vous sortez d'où pour en parler? Vous êtes président, un ministre, vous parlez de ça avec un ministre français, on les a obligés. De reconnaître que bon, il faut évoluer. Ce qui est bon n'évolue pas frontalement. Ce qui est bon, on le conserve. Quand on dit qu'il faut faire évoluer une situation, c'est qu'on reconnaît à minima que c'est mauvais, c'est mauvais. C'est nous qui l'avons imposé aux Français. C'est nous qui l'avons imposé aux Français. En faisant du bruit, en parlant violemment. Nous ne sommes pas soft, comme les savants docteurs en doctorat. Ils sont tellement soft qu'avant, ils ne parlaient pas du franc CFA. Maintenant qu'on a parlé de ça, là, ils sont pour dire que non. Parlez, mais soyez élégants, soyez soft. Donc, M. Bachir, il faut donc rapidement faire le tour des propositions qui sont sur la table, avant de répondre à votre question. D'abord, il faut répéter les fondamentaux de notre argument, qui jusqu'à aujourd'hui n'a été attaqué par personne. Bon, parler mal d'Afrique Média sur d'autres plateaux, en évitant de faire un débat contradictoire. Nous, on dit de venir ici. Invitez-nous sur vos plateaux, on vient. Et amenez vos docteurs en doctorat pour qu'on débatte avec eux. J'en ai eu à affronter quelques-uns sur les plateaux locaux. Moutamba, ça sert. Je les ai mis à leur place. Donc, ce n'est pas une affaire de venir faire le cinéma. Rappelons nos arguments. 1. On nous dit que la France, la zone franc est une garantie de stabilité. La stabilité n'est pas un objectif économique. Il faut arrêter de faire les Africains. C'est un moyen. Il y a des moments où dans une économie, on peut instabiliser l'économie. Quand on aime mettre son économie, on peut l'instabiliser. À un moment donné, on la stabilise. En fonction des objectifs qu'on vise et en fonction de la conjoncture favorable ou défavorable à l'État en question. Monsieur Bachir. Alors, parlons donc de cette affaire. Alors, ok, le franc CFA est une garantie de stabilité monétaire, d'accord. Avec quel résultat? Une pauvreté qui ne fait que grandir depuis 50 ans. La pauvreté qui est devenue une misère. C'est-à-dire que c'est pas la pauvreté, que les populations du pays carré français sont déclassées. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les classer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur qui puisse prendre en charge la qualification de l'état social des populations africaines aujourd'hui. Parce qu'avant qu'on disait que tu es pauvre, on pouvait te quantifier. On pouvait te qualifier et dire que bon, ta pauvreté équivaut à ceci. Mais le niveau de déclassement des populations africaines est tel qu'on ne peut même pas les classer. Les carrés français. Alors, tous les indicateurs de progrès des pays qui ne sont pas dans la zone franc sont supérieurs à ceux des pays de la zone franc. M. Bachir. Donc, de quelle stabilité nous parle-t-on? La stabilité de l'esclave? C'est ça qu'on nous parle. Donc, la France stabilise la pauvreté, la misère, le déclassement. Ils sont restés inchangés, c'est ça? Non, vos mots sont polis. Moi, ne prêtez pas vos mots. Je n'aime pas les mots gentils. Moi, j'aime mon langage. Donc, ça stabilise la pauvreté, la misère, la honte, l'indignité. C'est-à-dire, ce qu'aucune population au monde ne peut accepter. Ce qu'aucun homme digne de son nom ne peut accepter. À savoir, je travaille mon argent, et on me dit que je suis mature pour gérer ça, quelqu'un d'autre gère mon porte-monnaie.
C'est pire que l'esclavage. Donc, la garantie dont on nous parle, nous avons démontré ça fait médias que la France ne garantit aucune monnaie en Afrique centrale. On l'avait démontré. Monsieur Bachir, même dans les transactions bancaires, il y a un businessman sur le plateau Mouta. Quand vous mettez une garantie dans une banque, elle est visible. Vous avez une garantie que personne ne voit. Quelle est la garantie que la France apporte aux pays africains? Dites-moi, c'est quoi? C'est quelle garantie? C'est quoi? Qui a déjà vu la garantie là avec les yeux? Ce sont nos devises que nous mettons en réserve contre l'opération que la France appelle la garantie. Voilà la garantie française dans cette affaire. Oui, j'attends que les docteurs de l'économie viennent ici en débattre. Qu'ils viennent. Ou bien qu'on nous invite sur des plateaux mandats de médias. Moi, je veux venir parler avec eux. Moi, je ne suis pas dirigeant de l'économie. Mais qu'ils viennent en parler. Qu'on me démontre où est la garantie que la France apporte aux Français. C'est où? C'est où? Ça n'existe pas. Donc la France garantit avec sa bouche. Et du FMI que, bon, ok, je garantis, point, voilà la garantie. Ce n'est pas de l'économie, ça. C'est du vaudou. C'est du vaudou. Dans le bon sens. Non, j'ai dit que c'est du vaudou. Ne m'aidez pas. Donc, M. Bachir, de quoi est-ce qu'on nous parle? Donc, nous avons démontré ici sur Afrique Média que le débat, c'est aujourd'hui, ce n'est pas de savoir s'il faut évoluer ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Ceux qui sont en retard assument leur retard. Nous, on est ailleurs. Le débat est de savoir comment est-ce qu'un pays qu'on appelle la France a pu concevoir une telle monstruosité. Le vrai débat éthique, et l'éthique c'est l'économie. L'économie est aussi éthique, vous ne savez pas, je peux vous démontrer ça ici, mais ce n'est pas le débat du jour. Monsieur Bachir, le vrai débat est de savoir comment est-ce qu'un pays comme la France a pu concevoir une telle monstruosité. Voilà un pays qui, parmi d'autres pays occidentaux, prétend être un pays civilisé. Parce qu'ils auraient, entre autres, affronté et défait le nazisme. Un des titres de gloire de la France et de tous les pays occidentaux actuels, c'est que nous avons défait le nazisme, qui était l'horreur sur la terre. L'horreur. Donc tous les pays occidentaux se vendent parce qu'ils disent que nous, on a combattu contre Hitler. Hitler est le mal incarné. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a le concept d'antisémitisme. C'est-à-dire que si vous traitez les juifs, entre guillemets, un peu comme Hitler l'a fait, on vous traite d'antisémite. Et ça allait même très loin parce que les soi-disant juifs d'aujourd'hui jugent votre pensée. C'est-à-dire que vous avez une pensée, vous avez l'intention, ils jugent l'intention. Maintenant, il y a les intentions antisémites. C'est-à-dire que intention antisémite. Et on juge ça. On dit que toi, tu es antisémite. Tellement le mal avait été incarné par la personne d'Hitler. Mais M. Bachir, vous savez d'où vient le franc CFA, le système là? Eh bien, c'était le même système que Hitler avait imposé à la France. Et à tous les pays occupés? Non, moi je parle de la France. Merci, docteur. C'est le même système nazi, là, que Hitler avait imposé à la France. Comment donc peut-on combattre Hitler? Dit qu'on est contre le nazi, Bachir, et reprendre à son propre compte les méthodes de Hitler, à savoir reproduire sur le continent africain les méthodes de Hitler. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est un pays nazi. Les dirigeants français sont des nazis. Monsieur Macron, c'est un petit nazi. Tous les ministériels français sont des nazis. Et vous savez... Lié. Et bien sûr, le second n'est que la continuité du premier. Puisque là, on parle de l'Afrique-France, ou plutôt de la France-Afrique. On sait qu'Emmanuel Macron, le président actuel de la France, a déclaré, c'était le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Et il est donc le troisième président français, après Nicolas Sarkozy et François Hollande, à évoquer la fin de ces liens historiques et sulfureux connus comme la France-Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous nous interrogeons, comment parler de la fin de la France-Afrique sans mettre fin au franc CFA, cette monnaie qui met la plupart des dirigeants du précaré français au poche. Je vous propose donc d'aller encore une fois écouter Raoul Pepin Benambena et on revient juste après. En visite à Dakar au Sénégal, François Hollande annonçait la fin de la France-Afrique en ces termes, je cite, « Le temps de la France-Afrique est révolu ». En février 2012, Nicolas Sarkozy annonçait avoir mis fin à ce qu'il a lui-même appelé les réseaux occultes. Et très récemment encore au Burkina Faso, Emmanuel Macron a clairement dit que
de la FIO, la fin d'une espèce d'institutionnalisation d'un système mafieux, des réseaux appelés la France-Afrique, et dont les grands penseurs seraient plus ou moins en vie. L'Élysée assure qu'il existe aujourd'hui des canaux bien identifiés qui portent cette relation avec la France et l'Afrique et qui ne passent pas forcément par des émissaires officieux. La France se range donc désormais en partenaire privilégié de l'Afrique, à en croire certains responsables des couloirs des Champs-Élysées. Mais si l'on peut prétendre qu'une récolonisation de l'Afrique n'est plus envisageable de par la dissolution de la France-Afrique, il serait tout de même curieux de voir comment la France va se comporter face au franc CFA qui demeure un lien fort avec la France. Peut-on comprendre et accepter un seul instant que le lien établi par la France à travers le franc CFA ne serait pas un facilitateur d'une France-Afrique, bien que n'étant plus sauvage? Peut-on parler de la fin de la France-Afrique sans mettre un terme au franc CFA? D'ailleurs, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait reconnu en son temps qu'il était très difficile de parler dans les faits la fin de la France-Afrique. Le franc CFA serait, au regard des faits établis, le dernier rempart qu'il faudra éliminer pour se détacher définitivement des mains de la France. Car celui qui contrôle la monnaie, contrôle le pouvoir, peut s'en servir à sa guise. Dire qu'il n'y a plus de politique africaine de la France relève donc de la pure bêtise. Le général de Gaulle, avec son discours de Brazzaville en 1944, évoquait déjà la normalisation des relations entre la France et l'Afrique. Mais hélas, les actes ont été tout à fait contraires et y demeurent jusqu'à nos jours. À bon entendeur, salut. Merci encore une fois Raoul Pépin Benambena et Hakim Bella. Alors, Luc Michel, vous avez commencé ce sujet par vous. Le franc CFA, vous nous le dites, c'est le ciment de la France-Afrique. Et vous dites que c'est un système qui est maintenu depuis, sous tous les présidents français, y compris le président Macron. Il faut rappeler les fondamentaux de la France-Afrique. Tout d'abord, la France-Afrique, ça a été une réponse à la volonté qui était celle des États-Unis d'obliger les empires européens à décoloniser. L'Amérique pensait, avec raison malheureusement, qu'elle allait se substituer à eux. Et donc De Gaulle et Foccart et les réseaux qui étaient derrière eux, des gens comme Mesmer, qui était gouverneur général au Cameroun, qui va devenir Premier ministre à un moment donné, toute cette France colonialiste, eh bien, elle va chercher des mécanismes pour garder le contrôle de l'empire colonial. Ne pensez pas que les Français sont les seuls à l'avoir fait. Il y a une légende qui dit que les pays anglo-saxons auraient bien décolonisé, que ça se serait mieux passé. Les Britanniques ont fait la même chose, ils ont fait ce qu'on appelle le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est un mécanisme d'assujettissement politique et économique. Rappelons-nous que la première chose, lorsque Yahya Jammeh a été renversé, la première chose qu'Adama Barrow, qui était l'homme des services secrets britanniques, a fait, c'est de faire rentrer à nouveau son pays dans le Commonwealth. Ce sont des mécanismes qui sont similaires. Simplement, les Français ont été beaucoup plus cyniques et beaucoup plus brutaux que les Britanniques parce que c'était dans la spécificité de leur colonialisme. Les Britanniques étaient pour le colonialisme indirect via les élites indigènes. Les Français étaient pour un espèce de jacobinisme africain. Il y a derrière chaque président français une vision de la France-Afrique. Il y a eu celle de Gaulle et Pompidou qui était celle de Foccart. Il y a eu ensuite celle de Giscard d'Estaing qui a éjecté Foccart mais qui a gardé son bras droit Jourdiac. Il y a ensuite la France-Afrique social-démocrate de Mitterrand et de son fils. Puis il y a eu celle de nouveau de Chirac qui a vu le retour aux affaires à la fin de sa vie, on l'oublie, de Foccart. Et puis, il y a eu cette France-Afrique de Sarkozy, puis celle de Hollande. Aujourd'hui, on est à la France-Afrique 2.0 de Macron. Tous ces gens, chaque fois qu'ils deviennent présidents, ils annoncent c'est fini la France-Afrique. Simplement, ils la remanient pour la rendre à nouveau acceptable quelques années. Derrière tout ça, vous savez qu'il y a un principe en droit international, c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Par exemple, on ne le sait pas, mais en France,
entre la première République française et la 5e République de Gaulle, il y a eu les 2e, 3e et 4e Républiques, il y a eu le Second Empire de Napoléon III, il y a eu l'État français néofasciste de Vichy, il y a une continuité juridique, étatique entre toutes ces formes politiques de l'État français. Eh bien, on peut dire que, à travers cette France-Afrique qui s'est maintenue depuis De Gaulle et Pétain, il y a une continuité du néocolonialisme français. Deuxième chose, la France-Afrique, c'est un système. Ce système a été conçu par Foccart. Au départ, il y a une réflexion géopolitique, on l'oublie souvent, c'est la géopolitique des généraux français de la guerre d'Algérie 1956-1961 et de la sale guerre du Cameroun, qu'on appelle aussi les historiens la petite guerre d'Algérie de 1956 à 1972, parce qu'elle a duré très longtemps avec des complicités au Cameroun. Il y a enfin au cœur de cette géopolitique l'extension du domaine du précaré français aux ex-colonies considérées comme francophones belges, l'ex-Congo belge devenu Zaïre puis RDC, le Rwanda, le Burundi. Derrière ce système, il y a des mécanismes qui ont été mis au point au Cameroun précisément, qui en a été le laboratoire entre 1959 et 1962, avec à l'époque un homme qui va devenir Premier ministre finalement de la 5e République, c'est Pierre Messmer, qui va être un individu extrêmement maléfique, extrêmement répressif au Cameroun, qui va organiser notamment la guerre contre les Bamileke et contre les cadres de l'UPC qui vont finir assassinés, à commencer par Youm Niobé et aussi Félix Moumié qu'on va empoisonner en Suisse. C'est cette France-Afrique, un système intégré qu'on va étendre à l'ensemble de l'ex-précaré français. Il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, ce sont les institutions de l'État français lui-même, la diplomatie, l'armée et les services secrets officiels. On confond souvent les barbouzes avec ceux-ci. Les barbouzes, ce sont des services secrets parallèles. Deuxième pilier, ce sont précisément les réseaux d'influence, réseaux barbouzards, services secrets parallèles, faux médias et aussi réseaux d'influence, franc-maçonnerie, social-démocratie, démocratie chrétienne. On oublie qu'il n'y a pas que les francs-maçons. Derrière tout ça, pour ceux qui veulent comprendre, l'historien Jean-Pierre Batz des réseaux Foccart, il a appelé le livre tiré de sa thèse universitaire, avec raison, La fabrique des barbouzes. Voir ce qui se passe encore aujourd'hui contre un pays qui n'a pas fait partie de la France-Afrique, mais à qui on applique ces sales méthodes, c'est la Guinée équatoriale. Derrière tout ce qui se passe en Guinée équatoriale depuis 5 ans, il y a les réseaux barbouzards, évidemment. Troisième pilier, ce sont les multinationales françaises, les grandes sociétés, ce qui étaient sous De Gaulle les firmes d'État. Elles ont été petit à petit privatisées dans le cadre de la globalisation, mais l'État français en a gardé le contrôle. Ce sont le grand groupe prétorier Elf Total, qui est véritablement le super pilier économique de la France-Afrique, qui va lancer celle-ci dans les guerres, par exemple, de sécession du Katanga ou du Biafra. Il y a Areva dans le domaine du nucléaire, et puis il y a des firmes plus petites, mais qui constituent cette France-Afrique. C'est le groupe Bolloré, par exemple, Bouygues, etc. Il faut comprendre ces structurations de la France-Afrique pour comprendre aujourd'hui combien l'attaque contre le groupe Bolloré relève d'une guerre civile au sein de l'establishment français, et pour comprendre comment celle-ci marche. Pour que tout ça fonctionne, il faut un ciment. Ce ciment, qu'est-ce que c'est? C'est le franc CFA. Le franc CFA, il permet à la fois le contrôle monétaire et financier de l'ensemble néocolonial, et deuxièmement, il permet au profit de la France le maintien de ce qu'on appelait sous la 4e République l'impôt colonial. Il faut voir au début de la France-Afrique ce qui se passe avec la Guinée de Sékou Touré. La Guinée de Sékou Touré, elle ne joue pas le jeu, elle est révolutionnaire, elle se tourne vers la Chine et la Russie surtout, et surtout, elle lance sa monnaie nationale. On a immédiatement une déstabilisation du pays. Les Français vont appliquer des méthodes de barbouze, ils vont fabriquer de la fausse monnaie, ils vont l'introduire en Guinée-Conakry et ils vont détruire l'économie de celle-ci. Ça se terminera par le renversement, quelques années après, de Sékou Touré. La solution, ce sera le franc CFA,
et on va le constater tout de suite. Au début de la France-Afrique, le pilier, c'est le Congo-Brazzaville de l'abbé Fulbert Youlou, anticommuniste. Il est renversé par un mouvement marxiste dont est encore issu aujourd'hui le gouvernement de Sassou Nguesso. Ce gouvernement marxiste, il va se tourner vers la Chine et la Russie, et malgré tout ça, grâce au franc CFA, il va rester économiquement dans l'ensemble néocolonial français. Il y a aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, je m'excuse d'être long, mais on ne peut pas résumer ceci en peu de choses. Il y a des tentatives, comme à chaque début de présidence, pour endormir les Africains. Macron raconte que les Africains peuvent quitter quand ils le veulent le franc CFA, mais il a mis au point un plan Macron pour précisément préserver celui-ci. Ce plan Macron, il s'effectue avec des complices, le roi du Maroc, l'empire financier marocain que symbolise la banque Wafa. Le deuxième pilier, ce sont les Africains sous domination du Fonds monétaire international, avec à leur tête l'ancien vice-directeur du FMI, Alassane Ouattara. Et enfin, ce sont tous ces milieux d'avocats et d'affairistes, avec notamment Lionel Zinzou, ancien dirigeant comme Macron de la banque Rothschild, qui veulent maintenir le système français. Qu'est-ce que c'est leur plan? Leur plan, il se fait en deux étapes. Le premier, on étend le franc CFA à toute la zone CEDEAO, et Paris est prêt à beaucoup de choses pour ça, à laisser apparaître le Maroc comme le moteur de la nouvelle monnaie, ce qui ne sera pas le cas, et même à changer son nom. Deuxième étape, on largue le franc de la zone CEMAC, on le laisse se décomposer, et on lui impose ce que voulait déjà Mme Lagarde du FMI il y a 2 ans, on lui impose une dévaluation qui ravage les économies de la zone CEMAC. Pourquoi détruire la zone CEMAC? Parce que c'est la zone de résistance au colonialisme français et au colonialisme anglo-saxon. C'est là que se trouve le Tchad d'Idriss Déby Itno, c'est là que se trouve le cœur du néo-panafricanisme, la Guinée équatoriale d'Obiang Mamba Songo, c'est là que se trouve le Cameroun de Paul Biya, dont on a vu que s'il ne parle pas beaucoup, il a concrètement tourné son pays vers la Chine, comme l'a démontré son voyage spectaculaire il y a quelques semaines à Pékin. C'est le but de cette réforme du franc CFA, et au milieu de tout ça, on amuse les Africains avec des contrefeux. C'est soi-disant le discours de DSK sur le remodelage du franc CFA. DSK, autre dirigeant du Fonds monétaire international. Ce sont les opérations qui sont menées par Guillaume Soros, par Georges Soros, excusez-moi, avec ses réseaux. Soros, il faut le savoir, lui, il est pour la disparition du franc CFA, mais tout simplement pour une raison, c'est un spéculateur sur les monnaies, il a fait fortune en détruisant la livre britannique, il pense que la disparition du franc CFA, et il faudra lui donner tort, va entraîner un effondrement des économies africaines, et il pourra s'y constituer un nouvel empire financier. Merci Luc Michel. Alors, président Bandakani, fin de la France-Afrique, mais le franc CFA, il est là. Évidemment, Bachir, il n'y a pas de fin de la France-Afrique sans la fin du franc CFA. Ben, il faut d'abord faire, M. Bachir, le point sur le débat sur le franc CFA. Il faut faire le point, parce que maintenant, de nouveaux dieux sortent de nulle part et parlent du franc CFA. Alors qu'il y a 10 ans, personne n'osait, en dehors du grand professeur Abour, que je salue, et à qui je rends hommage, qui a mené ce combat de façon solitaire, seul. Non, Tundian, lui, il était décédé. Tundian a écrit un livre, il appelle du franc CFA, mais Tundian n'a pas fait de ça une bataille de sa vie comme Abour le fait. C'est la vérité. Tundian a théorisé. Le professeur Abour, c'est sa vie. Toute sa vie, il a consacré à ce combat. Pendant longtemps, il était seul. Afrique Média est venu prendre ça en charge et a mondialisé le combat sur le franc CFA. Dr Batekin qui a cela vous a dit ce qu'il a subi, non? Pour avoir osé seulement mentionner la zone franc dans sa thèse, on lui a dit va recommencer. Et bien c'est qui a assis. Pour vous dire le niveau de répression violente qu'il y avait sur la question, la chape de plomb qui pesait sur les intelligences concernant la question du franc CFA. Donc aujourd'hui, le terrain a été déminé par les fous d'Afrique Média. Et alors maintenant, des grands docteurs en doctorat sortent pour nous donner le son. Non, il y en a qui disent que vraiment, oui, c'est vrai, mais vous êtes trop violent dans le langage. C'est un peu populiste.
il faut chercher, il faut construire les alternatives. Ben maintenant, parlons de leurs propositions. Donc, le débat, il arrive à ce niveau, mon cher Bachir. Donc, la France, devant la puissance de la contestation, veut reprendre l'offensive. Parce que depuis, la France est en retard. Nous l'avons mise sur la défensive. La France court derrière Afrique Média et ses panélistes sur la question du franc CFA. On ne négocie pas avec les nazis. On les écrase, M. Bachir. C'est ce qu'ils ont fait avec Hitler. Ils ont dit avec Hitler, avec toi, on ne négocie pas. C'est la défaite ou rien. Pourquoi on demande nous de négocier avec une politique nazie? Mais il faut tenir compte du rapport de force aussi. Quel rapport de force? Aujourd'hui, quel rapport de force? Quand De Gaulle engage sa bataille, la plupart de vos économies sont entre les mains de cette nation. Non, c'est pas vrai. On vous fait croire ça, et on vous le fait dire et le confesser tous les jours. Et quand vous le faites, c'est vrai pour eux. Les choses ont changé. C'est plus ça. Si les choses n'ont pas changé, le petit ministre français des Affaires de l'économie et des finances n'aurait pas dit ce qu'ils sont en train de dire. Qu'on est ouvert, on peut évoluer. Avant, c'était que tu parles de ça, on te tue. Au lendemain, tu n'es plus dans ton palais. Aujourd'hui, c'est impossible, M. Bachir. Vous me comprenez bien? Donc, il faut poser la fête clairement. Des pays qui ont lutté contre le nazisme et qui reproduisent les méthodes de Hitler sont des nazis. Et ne doivent pas s'asseoir sur la table de la civilisation avec les êtres humains. Donc aujourd'hui, recevoir un ministre français des Finances dans une union des pays africains, le ministre de la zone CFA, veut simplement dire que nos dirigeants ne sont pas encore à la hauteur de son jeu. Parce que personne ne va le recevoir là, c'est un nazi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ok, ça doit évoluer. Eh bien, on nous sort quelqu'un, Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du SMI, a trouvé la formule magique. Et c'est quoi cette formule? Il faut nous mettre tutelle internationale. C'est-à-dire qu'il faut plutôt changer les représentants de la France au conseil d'administration des banques centrales, mettre des administrateurs indépendants, internationaux indépendants. Ça veut dire que le franc CFA devient sous le contrôle de la communauté internationale. Mais vous avez tout compris, vous êtes un génie. Donc, le génie de Strauss-Kahn, docteur en économie, c'est venu nous dire qu'il faut remplacer la tutelle directe de la France en des administrateurs internationaux indépendants, dont lui-même, en commençant. Lui, il n'est pas français. Bon, vous voulez qu'on parle de la morale de Dominique Strauss-Kahn? Ça ira, c'est pas le débat. Ça va, c'est pas le débat. Donc, bon, voilà les gens comme ça qui viennent nous dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, vraiment. D'ailleurs, la détention des réserves africaines par la France ne représente pas un avantage que certains imaginent. Écoutez-le, il va plus loin, il dit Paris, en effet, assume seul un risque financier non rémunéré pour lequel l'opinion africaine ne lui accorde guère de crédit. Et dont le bénéfice commercial est partagé avec toute la zone euro. C'est ce que ça veut dire. Décryptez ça. D'abord, le franc CFA bénéficie à toute la zone euro. Sauf à la France. Sauf à la France. Mais il y a plus grave dedans. C'est-à-dire que la France a tellement le fardeau de la civile, le fardeau de l'homme blanc. C'est-à-dire que les Africains sont tellement médiocres et nuls. Et c'est tellement sauvage que vraiment, c'est un fardeau tellement lourd apporté par la France que la France nous aime tellement et porter un fardeau qui ne lui rapporte rien. Or, la France est remplie d'un instinct de... La pulsion civilisatrice de la France est tellement universelle que la France veut nous sauver malgré nous. Même Jésus de Nazareth n'a sauvé personne malgré lui. On te dit quand même que non, tu veux qu'on te sauve, tu dis oui. Bon, on dit je veux te sauver. Mais la France veut nous sauver sans notre avis. Dominique Strauss-Kahn dit que la France n'a aucun avantage. Donc il ne connaît pas l'expérience du franc fort. Comment est-ce que le franc fort, comment la France a pu faire la politique du franc fort sur M. Berugovain à l'époque, pour essayer de concurrencer le dollar fort à l'époque? C'était sur la base de quoi? Si ce n'était pas la réserve des pays africains. Je prends seulement cet exemple. M. Strauss-Kahn ne connaît pas ça. Et voilà les gens qui vous apportent les solutions pour sortir du franc CFA. On va plus loin. Il n'est pas le seul, il y a des Africains. Il y a des Africains. Dont un de tes amis, dont tu m'as dit de tel ou non, M. Bachir. Par exemple, pour toi, je ne parlerai pas. Alors, mais lui, je ne parlerai pas. Alors ils disent, ok, ben voilà. Voilà l'appropriation de la rue de cette question a favorisé la montée d'une vision populiste, parfois faussée. Vision populiste, c'est qui? C'est vous, hein? Voilà, parfois faussée. Et oblige donc les deux camps à converger vers une proposition de réforme.
l'évolution du système devient non nécessaire et Dominique Strauss-Kahn propose une solution. Tu veux que pour le nom de celui qui a lu? Mais allez. Bon, merci, vous m'autorisez. Il s'appelle M. Carlos Lopez. Que pour moi, ici, nous avons pris pour quelqu'un de sérieux, ancien secrétaire de culture de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui avait dit non, le franc CFA est inacceptable. Nous, on l'a porté ici, on a dit, ben voilà quelqu'un qui nous rejoint. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, oui, c'est mauvais. Mais à l'Europe, il revient à l'Europe l'initiative de la réforme. C'est à l'Europe de penser la réforme. Parce que l'homme Carlos Lopez, lui-même dit qu'il est un feignant, il est sérieux en économie, il n'a rien à dire. Strauss-Kahn, ce petit monsieur Strauss-Kahn, moi je ne vais pas l'insulter. Ce petit monsieur s'appelle Strauss-Kahn, qui ne peut parler nulle part dans ce monde. Nulle part. N'est-ce pas? Monsieur nous dit d'embrasser, n'est-ce pas, les propositions de monsieur Strauss-Kahn. Donc pour dire quoi, Bachir? Il n'y a pas de France-Afrique sans France-CFA. Il n'y a pas la fin de la France-Afrique sans la fin de France-CFA. Nous, je suis obligé de le dire maintenant. Par là, nous sortons. Nous, au niveau du NMP, nous sommes en train de travailler sur une proposition originale pour sortir du franc CFA, en moyen, à court et à long terme. Nous allons le rendre au public à l'issue de notre congrès. Mais vous savez, je n'aime pas beaucoup parler de mon parti. Le document je suis en train de travailler dessus sérieusement. Et sans l'avis d'un expert. Je ne suis pas économiste. Quand ça sortira, je veux voir l'économiste qui pourrait venir se tenir et dire qu'il peut contredire ça. Donc nous sommes en train de travailler dessus sérieusement. Donc je terminerai en disant ceci, Bachir. J'ai souvent dit ici qu'il n'est pas possible de sortir du franc CFA sans sortir du FMI. Ah oui. J'ai toujours dit ici. Parce qu'il y a un deal, on n'a pas le temps, il y a un deal historique entre la France et les États-Unis, bref, entre l'Occident. Un deal entre le franc CFA et le dollar américain pour piller le monde. J'ai démontré ici souvent que le dollar c'est une fausse monnaie. Le dollar est une fausse monnaie en partie. À plus de 50%, le dollar c'est une fausse monnaie. On n'a pas le temps, je le démontre ici rapidement. Et j'ai un document du Congrès américain. Congrès américain qui dit ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai ici. On n'a pas le temps. Je l'ai là, ici, sur la table. Congrès américain. Ah oui, oui, qui vous démontre ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous aimez quand les blancs confirment ce qu'on dit, je vous le dis. Donc, il y a donc un deal entre deux fausses monnaies. Le franc français, c'était une fausse monnaie, parce qu'elle était gonflée artificiellement par les réserves du franc CFA et par le pillage de l'Afrique subsaharienne. Le dollar, c'est une fausse monnaie parce qu'elle pille le monde entier. Il y a donc un deal entre ces pays pour que le maintien du franc CFA corresponde aux intérêts des Occidentaux dans le cadre de l'accord qui a fait du dollar la monnaie de réserve internationale. Voilà pourquoi le FMI est toujours dirigé par un Français, la Banque mondiale par un Américain. Qui actuellement au FMI? Vous êtes gentil, Lagarde. Mais ce que la caractérise, c'est que c'est une délinquante. Que la justice a dit que tu es une délinquante, mais on ne t'arrête pas. Je vous en prie. Parce que, vous me en priez pourquoi? Allez-y. Vous parlez de Mme Lagarde, ça a été... Parlez de Mme Lagarde. Je suis en train de dire, la justice française a dit qu'elle a commis un délit. C'est moi qui l'ai dit. Elle a commis le délit. Ça, et après, on a dit que bon, mais on ne la condamne pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est que la justice... Et elle a été envoyée au FMI. La justice très indépendante de la France a dit ça. Donc, et maintenant, on leur dit, va au FMI. Vous savez pourquoi? On nous le dit. Pour soutenir le franc CFA. Il vient de vous dire quoi, l'issue de la réunion du FMI? Que la monnaie, le franc CFA, est une très bonne monnaie pour les Africains. Ça les garantit de la stabilité. Madame Lagarde. Alors voilà encore une arbitre des politiques économiques.